Bonsoir à tous. Alors, on va laisser les dernières personnes s'installer. Alors, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette table ronde du Board of Students du Technion France autour des crypto-monnaies. En préparant cette conférence, je dois vous dire que nous avons découvert un nouveau monde qui ressemble un peu à un monde parallèle. Tout commence avec un nom, Satoshi Nakamoto, tout droit sorti d'un manga. On a tous les ingrédients d'un bon scénario, un étrange créateur à l'identité masquée, un groupe de cypherpunk libertaires qui veut changer le système, un texte fondateur, un langage dans un code spécial déchiffré par des initiés, des attaques, des contre-pouvoirs, des mafias, des héros qui viennent disrupter le système existant et ouvrent la voie à des transactions bancaires à l'ensemble des citoyens. Crypto naît de la volonté de retirer le pouvoir aux institutions et de le rendre au peuple, une sorte de Robin des Bois de la finance. Plus sérieusement, cette nouvelle technologie intéresse à la fois les ingénieurs, car la cryptographie constitue les racines du système, également les économistes, car il semblerait qu'on se dirige vers un nouveau type de système économique décentralisé. Même si elle est encore récente, la technologie blockchain a déjà changé le paradigme argent, pouvoir, gouvernance sur lequel notre société est construite. Satoshi Nakamoto, le créateur non identifié de la technologie blockchain, a révélé la première crypto-monnaie en 2008, le Bitcoin. Les soutiens de la blockchain louent l'autonomie et l'indépendance qu'elle offre, tandis que ses opposants envisagent des scénarios dystopiques. La vocation du Technion et du Technion France est l'éducation. Nous tâchons de mettre en lumière les nouvelles technologies et nous intéressons de près aux innovations et à la façon dont elles questionnent notre monde. Grâce à nos intervenants brillants, nous allons tâcher d'y voir plus clair. Les termes tokenomics, blockchain, NFT, bitcoin, je l'espère, n'auront plus aucun secret pour vous à l'issue de cet échange. Nous avons donc le plaisir de recevoir les experts de la crypto-monnaie, Pierre Noisa, PDG de Pemium, Jean-David Bénichou, président de Via.io. Leur échange sera animé par Valentin Demey, journaliste à Ouest France et à Cryptost, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Merci à tous les trois. Quelques chiffres sur ce phénomène. 4000 cryptos différents, 18,6 millions de bitcoins en circulation actuellement. On parle d'un marché mondial des crypto-monnaies qui aurait atteint 2000 milliards de dollars. En moyenne, un post sur le bitcoin toutes les 3 secondes sur les réseaux. Ethereum, un concurrent Bitcoin, a atteint 1 million de transactions par jour en 2020. Une consommation de 149 TWh. Alors un certain nombre de questions se posent. La tendance serait donc de sortir du modèle Web 2, centralisé chez Facebook et Google, pour aller vers un monde plus vertueux, Web 3, plus proche d'une souveraineté numérique basée sur la liberté. Bien sûr se pose la question de la réglementation. Ces monnaies acceptent-elles la concurrence qu'elles prônent? De plus, on assiste à une tentative de réappropriation avec les monnaies numériques des banques centrales par les États de ces monnaies horizontales. Évidemment, également la question énergétique, climatique. Et bien entendu, la question de la transparence, de la légalité des transactions. On le sait, au Nigeria, la Banque centrale lance sa propre monnaie numérique. Le Salvador, pionnier sur le Bitcoin, est devenu le premier au monde à faire du Bitcoin une monnaie légale, au même titre que le dollar. La Chine est un farouche adversaire du Bitcoin, mais pas de la crypto-monnaie, puisque Pékin a interdit le minage, alors que 65% des activités de minage se font en Chine, donc la création informatique de la monnaie, mais veut néanmoins, paradoxalement, lancer son e-yuan pour très certainement reprendre le contrôle sur tout ça. De nombreuses questions aussi autour des fameux Non-Fungible Tokens, les NFT. La société française Sorare a annoncé qu'elle avait levé 680 millions de dollars.
Sorare est un jeu de fantaisie de football où les joueurs achètent, vendent, échangent et gèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueurs numériques. Le jeu utilise la technologie blockchain. L'offre de cartes est limitée et les cartes ne peuvent pas être modifiées, dupliquées ou supprimées car chaque carte de joueur est représentée comme un jeton non fongible. Dans ce jeu, une carte numérique de Lionel Messi a par exemple été vendue 11 000 $. Alors en Israël, malgré le fait que les crypto-monnaies n'aient pas encore de cadre légal, comme dans beaucoup de pays dans le monde, la recherche dans le domaine reste très avancée dans le pays, notamment en matière de proof of work et de son impact écologique. Les banques israéliennes appliquent une fiscalité sur les revenus générés. La Banque d'Israël parle aussi de shekel numérique. En ce qui concerne le Technion, depuis quelques années, des recherches sont menées à la faculté d'ingénierie électrique et informatique du Technion, donc dirigée par le professeur Itai Eyal et son équipe. Leurs recherches se concentrent principalement sur deux notions qui sont mêlées et qui sont considérées comme étant les grands défis du système économique décentralisé, la sécurité et la durabilité. Alors avant de vous donner la parole, et je serai très brève, j'ai presque fini, je vais en quelques mots redonner les grands principes de ce board. Il s'agit du premier board interécole en faveur de la promotion des liens entre les deux écosystèmes d'innovation français et israélien et de l'innovation responsable. Ce board est un réseau d'étudiants issus des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et de certaines universités françaises. L'objectif du board est de sensibiliser les leaders de demain aux avancées scientifiques et technologiques du Technion, à ses activités et missions, et par extension à la Startup Nation, l'écosystème israélien, dont il est l'emblème. Ainsi, chaque membre du board est un acteur de la promotion des liens franco-israéliens en matière d'innovation, de recherche scientifique, de tech. Le board du Technion France organise des conférences, il communique sur les possibilités de mobilité étudiante afin de dynamiser les partenariats académiques existants. Le board met en place des visites au Technion ciblées et impactantes dans le cadre de Learning Expedition organisé par les associations et organise son premier grand voyage interécole du 24 au 28 octobre prochain. Ce board porte un certain nombre de valeurs que vous trouverez dans la charte éthique qui vous a été distribuée à l'entrée. En effet, le Technion, à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques et d'innovation, œuvre pour le développement de l'humanité tout entière et défend le progrès intelligent. Le Technion France s'associe à cette ambition et s'engage pour l'égalité, l'éducation pour tous, la santé pour tous et le développement durable. Compte tenu de ces principes, toutes les conférences organisées par le Board of Students sont pour thématique commune en toile de fond, l'innovation éthique et responsable vers un monde équitable et durable. Ce board a vocation à favoriser les échanges entre les écoles et l'interdisciplinarité. Le Technion, je vous le disais, a des partenariats académiques avec des écoles et universités dont certaines sont représentées ce soir. Et je salue la présence d'étudiants de Columbia Université, de la Sorbonne, de Dauphine, de Subiotech, de Centrale Supélec, de SCP, de Nanterre, d'EPITA, de l'ESSIF, de PSB, de l'IESSEC, de l'ISG, de l'École 42, de Polytechnique, d'Assas, de Marseille, de l'EM Lyon, d'Amsterdam, de Munich, de Grenoble, d'Arts et Métiers. Je ne vais pas les citer tous, mais je tenais à vous remercier et montrer comme le public était issu d'un monde académique varié. Alors, vous dire qu'à l'issue de l'échange entre nos intervenants, aura lieu une session de Q&A. Vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Également que la conférence est filmée, que donc vous aurez accès en replay à son contenu. Et je voulais remercier l'équipe du théâtre, Nathan et Flora, de nous recevoir, de nous accueillir dans ce beau théâtre. L'équipe du Technion France, Ophir, Lisa et Ludovic pour leur aide précieuse. Le SPCJ pour sa protection, bien entendu. Nicolas et Aurélia pour la photo et la vidéo. Et je laisse la parole à nos intervenants. D'abord, on va projeter un petit film et ensuite vous aurez tout de suite la parole. Merci à tous. Before we begin, behind the ideas and hurdles, the trial and error,
the striving and the greatness. Through ups and downs, there is a vision that never changes, the vision to do good. This is Technion. Where does vision come from? From people like you, enlightened minds, who fill the future with care, guardians of all we share. Doing good by protecting this precious planet, harnessing energy resources to empower tomorrow, and learning from the scientific genius of nature. Doing good by advancing world health through revolutionary scientific insight, medical treatments, and life-saving technology. Doing good by opening all channels of data. Predicting future needs, anticipating the next wave of innovation, and keeping it all safe. Doing good by transferring the power of discovery from laboratory to marketplace, and sharing the culture of creativity across the world. Doing good with the vision to create something from nothing. Releasing the power of inspiration so that everything becomes possible. Doing good with Technion, where great minds come together to create a brighter future for all. Technion, from visionary education to a world of impact. Bonsoir à tous, bonsoir, merci Valérie pour cette introduction sur les crypto-monnaies. Passionnant, on a appris effectivement qu'on ne connaissait pas le fondateur du Bitcoin, notamment, mais ici on a deux personnes qu'on connaît bien. Peut-être qu'il y a le fondateur du Bitcoin entre vous deux d'ailleurs, peut-être qu'on en discute si jamais on n'a pas tout dit. Pierre Loisa, fondateur de Paymium, la première plateforme aujourd'hui encore active, première marketplace, place d'échange pour acheter du Bitcoin depuis 2011. Merci Pierre d'être avec nous ce soir pour évoquer tous ces sujets. Et à ma droite, Jean-David Bénichou, entrepreneur à succès, investi dans plus de 80 entreprises. Merci d'être là pour voir peut-être plus l'aspect économique et l'aspect plus technique avec toi, Pierre. Avant de commencer, on voulait tous les trois savoir où est-ce que vous en étiez un petit peu dans votre apprentissage crypto-monnaie, savoir à qui on s'adresse un petit peu. Aujourd'hui, il y a quelques heures, je crois que c'est revenu, mais on parlait du Web 2, du Web 3, tout ce qui était centralisé chez Facebook ne fonctionnait plus. Alors, les blockchains fonctionnaient toujours. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui utilisent Apple Pay dans un premier temps pour voir un petit peu à qui on s'adresse? Vous pouvez lever la main. Qui utilise toutes les technologies liées à Apple Pay? Est-ce que vous avez des banques en ligne? Vous pouvez garder la main en l'air. Est-ce que vous avez du Bitcoin? Gardez la main en l'air ceux qui ont du Bitcoin. Waouh! C'est pas mal. Il y a très peu de mains qui se baissent. Il y a juste Pierre, tu n'avais pas pas d'Apple Pay. Il n'était pas Apple Pay. Et puis, la dernière chose, est-ce que vous avez déjà des NFT? D'accord, ok. Excellent. Alors, pour reprendre un petit peu les bases et être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on va parler ce soir, Pierre, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les bases du Bitcoin? Alors, merci Valentin pour cette introduction. Effectivement, alors pour moi, c'est assez difficile de parler de Bitcoin sans parler d'énergie. Or, je me suis aperçu depuis à peu près 10 ans que je parle de Bitcoin que on n'est pas égaux devant cette appétence pour l'abstrait. Bitcoin, c'est déjà assez abstrait, mais il y a un truc encore plus abstrait, c'est l'énergie en fait. Je dirais l'entropie aussi, c'est encore plus abstrait. Donc, je voulais juste dire 2-3 mots sur l'énergie des Bitcoins. Parce qu'en fait, sans ces bases, je ne pense pas qu'on puisse avoir une conversation, disons, constructive en fait, sur la politique, par exemple, énergétique d'un pays, sur pourquoi une monnaie c'est de l'énergie, voilà, c'est une constatation qu'on va pouvoir faire, et pourquoi il y a une monnaie qui utilise de l'énergie comme Bitcoin et d'autres qui prétendent ne pas en utiliser avec des claims d'être de la green tech parce qu'elles n'utilisent pas d'énergie. Alors je voudrais dissiper un peu des malentendus autour de ça avec quelques rappels. Alors la science de l'énergie a le malheur de s'appeler la thermodynamique, ce qui fait un peu peur.
Je préfère parler de sciences de l'énergie. Et en fait, la science de l'énergie est très simple, il y a 3 principes à connaître. C'est pour ça que je me permets de faire ce rappel, parce que si c'était compliqué, on n'aurait pas le temps et ce serait ennuyeux. Alors qu'en fait, s'il n'y a que 3 principes, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc, en fait, énergie, c'est un mot d'origine qui est une racine grecque qui veut dire qui contient du travail. Ergo, en grec, c'est le travail. Donc, en fait, l'énergie et le travail, c'est la même chose. C'est la première équivalence qu'il faut avoir à l'esprit. Le travail, c'est juste un flux d'énergie. Et l'énergie, on va le voir, ça existe sous forme de stock et de flux. Le travail, c'est l'énergie sous forme de flux. Et là, j'ai donné un exemple avec de l'énergie mécanique. Donc, on va déplacer un paquet du rez-de-chaussée, par exemple, au dernier étage avec un moteur. Et on va donc produire un travail qui va être, en gros, la force qu'on applique, c'est lié au poids de la chose qu'on déplace sur la hauteur de l'immeuble si on déplace la chose du rez-de-chaussée au dernier étage. On va mesurer ce travail en joules, c'est la mesure habituelle, et parfois vous allez trouver les watts-heure, les fameux watts-heure, assez malencontreux, mais qui représentent juste 3600 joules en fait. Un joule, c'est 1 watt pendant 1 seconde, c'est une puissance. Alors les énergéticiens, parce qu'ils s'appellent comme ça, aiment bien utiliser les watts-heure. Donc vous verrez souvent des watts-heure, on va parler de watts-heure. Mais la vraie unité, c'est le joule, et le joule, c'est la mesure de l'énergie et du travail. Donc il y a bien cette équivalence. Alors vous me direz, qu'est-ce qui se passe quand... Alors l'énergie, la première loi qu'il faut connaître, c'est que l'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas. Donc quand vous entendez par exemple l'adjectif énergivore, à propos de Bitcoin, on l'entend souvent, ça, en fait ça n'a aucun sens. Parce que vous utilisez l'énergie, vous pouvez la transformer, vous ne pouvez pas la détruire. Donc vous n'êtes pas en train de manger de l'énergie, vous êtes juste en train de la transformer. Hein, ça c'est très important de garder à l'esprit. Donc évitons l'adjectif énergivore, évitons le mot consommation d'énergie, on parle d'utilisation de l'énergie. Si on veut parler de politique énergétique, parlons d'utilisation de l'énergie. Il n'y a pas de consommation d'énergie, elle part nulle part, elle disparaît pas. Voilà, donc ça c'est juste le rappel du premier principe de la thermodynamique. On peut passer aussi à la suivante. J'avais oublié de préciser, Pierre, qu'effectivement tu es un ancien de Polytechnique. Oui, parfois ça se voilà. trahit. Donc effectivement, je suis ingénieur, voilà, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Oui, je revendique. Alors, la monnaie, c'est quoi? Alors là aussi, quand j'ai commencé il y a 10 ans à parler de monnaie et de Bitcoin, j'avais en face de moi des banquiers qui ressortaient systématiquement la bonne vieille définition d'Aristote. Hein, les 3 fonctions de la monnaie, donc unité de compte, réserve de valeur et moyen d'échange. Bon, alors ça, à chaque fois, ils le sortaient. Je me demandais pourquoi. Et en fait, j'ai rapidement compris qu'en fait, pour eux, c'était très important qu'on s'accroche à cette définition totalement obsolète, qui d'ailleurs n'est même pas une définition, c'est juste une définition fonctionnelle, c'est pas une définition essentielle. C'est-à-dire, ça dit pas ce que c'est la monnaie, ça dit juste ce que ça fait. Et c'est jamais bon de... Enfin, on pourrait passer la soirée à parler de... C'est un sujet de philosophie, qu'est-ce qu'une définition, mais on pourrait passer la soirée à en parler. Mais en gros, la monnaie, ça se définit pas par ce qu'elle fait, parce que unité de compte, quand les banquiers vous avancent la définition d'Aristote, en fait, c'est qu'ils veulent glisser unité de compte dans les fonctions. Et unité de compte, ça veut presque obligatoirement dire qu'on a affaire à un stablecoin, c'est-à-dire en gros à l'euro ou au dollar. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils vont en mettre ça, parce qu'effectivement, si ce n'est pas un stablecoin, ça varie beaucoup. Dans l'Antiquité, l'or était une unité de compte, parce que les prix variaient assez peu, hormis pour des raisons de pénurie, mais pas à cause des politiques monétaires, parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'était surtout à cause des problèmes de pénurie. Mais donc, il y avait un vrai étalon monétaire. Bon, donc la définition d'Aristote, on va la laisser de côté, et je vous propose celle-là, qui est évidemment beaucoup plus subversive que celle qui ne va pas plaire aux banquiers, que d'ailleurs ils ne vont pas reprendre, si vous allez voir, ils ne vont pas essayer d'utiliser. Mais en gros, c'est une technologie qui va permettre de faire passer une énergie du passé dans le présent ou du futur dans le présent. Puisque quand on échange du travail, on est payé en monnaie, il y a donc une forme d'équivalence entre monnaie et énergie aussi. C'est l'autre équivalence que je voulais mettre en avant et qui est un peu inconsciente. En fait, on reçoit de la monnaie en échange de son travail de manière quasiment automatique sans réaliser qu'en fait, ce faisant, on a transféré de l'énergie, on a nous donné de l'énergie si on a fourni un travail. Et en échange, on reçoit donc une représentation de l'énergie. Ça ne peut être que ça, puisqu'on a fourni de l'énergie. Donc c'est bien cette définition que je voulais vous proposer, parce qu'elle est plus intéressante, il me semble, que celle d'Aristote, et un peu plus pertinente pour le XXIe siècle, surtout. Voilà, on peut avancer d'une case. Voilà, donc je l'ai dit, l'autre chose très importante à retenir sur l'énergie, c'est qu'elle elle apparaît dans notre vie quotidienne à peu près partout, et soit sous forme de flux, soit sous forme de stock. Hein. Donc, le stock, c'est à peu près tout ce qui est produit fini. Un produit fini, c'est un stock d'énergie. Et il va permettre, ce stock d'énergie, de lui-même d'avoir une utilité. Alors l'utilité, en termes économiques, alors là aussi, utiliser l'énergie,
la science de l'énergie pour l'appliquer à la science économique, ça permet de faire de la science économique une science. Sinon aujourd'hui, c'est tout sauf une science. Donc si on l'applique, on va retrouver des choses mesurables. Donc l'utilité, par exemple, d'un produit fini, ça va être l'énergie qui permet d'épargner, d'économiser. Je prends l'exemple parfois d'une charrue qui aide le paysan à labourer son champ. S'il n'a pas la charrue, il va passer 2 fois plus de temps. Donc la charrue, effectivement, va réduire le travail. Donc elle représente une énergie, une économie d'énergie. Donc c'est son utilité à la charrue. Ça va être aussi sa valeur, ce qui va faire que le paysan va la payer le prix qu'il va la payer. Donc ça, c'est aussi assez important de réaliser. Un stock d'énergie, ça peut être libéré. Donc on va libérer le stock en économisant de l'énergie ou en libérant une énergie qui est stockée elle-même ailleurs. Voilà, on peut avancer d'une case. Donc, premier principe, l'énergie ne fait que se transformer. Donc elle se transforme par exemple d'une énergie solaire en une énergie électrique. Là, on a un passage d'un flux d'un certain type à un autre flux. Cette transformation n'est jamais gratuite, c'est-à-dire qu'il y a parfois une dissipation de l'énergie. Alors, si on ne parle pas de consommation d'énergie, on doit parler de dissipation, c'est-à-dire que l'énergie va être partiellement dissipée sous forme de chaleur. La chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'énergie sous une forme diffuse, inutilisable, enfin à peu près inutilisable. Le seul moyen d'utiliser la chaleur, c'est la fameuse machine à vapeur qui a été inventée au 19e siècle, c'est d'avoir ce qu'on appelle une source froide. Donc on utilise le transfert de chaleur, l'énergie du passage quelque chose de froid à quelque chose de chaud. Ça produit du travail, ça permet de récupérer de l'énergie, mais la chaleur toute seule, sans une source froide, elle est inutilisable. Encore une fois, la machine à vapeur, c'est une source chaude, une source froide. Donc la chaleur, c'est vraiment l'énergie sous sa forme la plus diffuse, la moins utilisable. Quand l'énergie est utilisable, par exemple l'énergie électrique, on parle d'énergie libre. Vous allez trouver cette terminologie dans la littérature sur l'énergie. L'énergie libre, c'est celle qu'on peut utiliser, qui est utilisable. Rendre une énergie utilisable, c'est, du point de vue économique, la création de richesse. C'est la définition de création de richesse. Rendre une énergie utilisable. Si vous demandez à un économiste traditionnel de vous définir ce que c'est que la création de richesse, vous en avez pour 2 heures. Moi, je vous donne la définition là en une phrase. On peut passer au suivant. Alors, le deuxième principe, il est un peu plus compliqué, je ne vais pas m'attarder dessus, mais en gros, il introduit une notion qui est l'entropie. Alors, l'entropie, c'est quoi? C'est une mesure du désordre d'un système, ou, dit autrement, mon incertitude sur l'évolution de ce système. Donc, c'est une notion relative. L'entropie est relative, dépend de l'observateur. Je prends souvent l'exemple du meuble Ikea. Si vous recevez un meuble Ikea avec les instructions de montage, vous allez mettre, mettons, 1 heure pour monter le meuble. Si votre voisin, par malheur, il reçoit le même paquet, mais par malheur, les instructions de montage ne sont pas dedans, il va passer 2 heures. Bon, donc là, clairement, l'information, c'est-à-dire le plan de montage, ça se traduit aussi par de l'énergie. Donc il y a une forme d'équivalence entre information et énergie. C'est quelque chose qui a été démontré, ça va assez loin, c'est cette notion de transformation de l'information en énergie, mais là encore, c'est l'utilité. L'information va permettre d'économiser de l'énergie, là aussi. Donc il y a une équivalence entre énergie. Donc vous commencez à voir aussi l'équivalence entre monnaie et énergie. On a l'équivalence en fait entre information et énergie. C'est plus général que la monnaie. La monnaie étant une sorte de forme d'information. Donc voilà pour le deuxième principe, on ne va peut-être pas y rester plus. Alors l'information, la différence essentielle entre information et énergie, elle existe quand même, il y en a une, vous l'avez observé, c'est que l'information peut se répliquer. Si vous avez l'information, vous pouvez la copier et la donner à quelqu'un d'autre. Si vous avez de l'énergie, elle ne se copie pas, c'est le premier principe, on ne peut pas créer de l'énergie. C'est ça la principale différence entre information et énergie. Mais à part cette différence, en fait, il n'y en a pas. Donc là, ça devient on va rentrer dans des trucs assez philosophiques, et on ne va pas aller jusqu'à la mécanique quantique, je vous rassure. Alors, le troisième principe, il est plus intéressant, en fait. Il est extrêmement subversif. Et je vous le livre, c'est pour ça que je vous le livre, et je vous laisserai méditer dessus si vous ne le connaissez pas. Il y en a sans doute parmi vous qui le connaissent, parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs. Mais ce troisième principe, il dit qu'en gros, si vous avez un système ouvert, alors qu'est-ce que c'est qu'un système ouvert? En fait, c'est n'importe quel système dans la vie courante, il n'y a que des systèmes ouverts. Les systèmes fermés, c'est en laboratoire ou dans des expériences de pensée. Ça n'existe pas vraiment. Donc, un système ouvert, c'est vous, c'est moi, c'est une espèce animale, c'est une molécule, tout ça, c'est des systèmes ouverts. Et un système ouvert, en fait, qu'est-ce que dit la troisième loi? Il dit qu'il va s'auto-organiser pour maximiser le flux d'énergie qu'il traverse.
Donc c'est une loi extrêmement puissante parce qu'en fait, si vous prenez à peu près n'importe quel phénomène naturel, vous constatez qu'en fait, c'est juste une expression de la troisième loi de la thermodynamique. Et ça, c'est très troublant. Donc je vous invite à faire cette expérience de pensée sur différents systèmes. Alors, effectivement, l'atmosphère terrestre, donc la météo, l'univers observable, lui, est un système ouvert, etc., etc. Donc comme ça, on peut expliquer l'évolution darwinienne, on peut expliquer plein de choses qu'on observe dans la nature et qui en fait... Alors il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Bach, un physicien des années 70, qui a écrit un livre d'ailleurs qu'il a intitulé « Comment fonctionne la nature ?» Et en fait, dans son bouquin, il explique juste la troisième loi. Donc c'est un titre un peu ambitieux, un peu écrire un bouquin en disant « Comment fonctionne la nature ?» Ça paraît un peu présomptueux. Mais en fait, il décline juste cette troisième loi sur à peu près tous les phénomènes qui existent. Et c'est passionnant. Donc voilà, je voulais juste vous la signaler, on ne va pas passer plus de temps là-dessus ce soir, mais il se trouve que dans la vie réelle, il n'y a que des systèmes ouverts, et donc dans l'économie, c'est une loi qui est essentielle à connaître. Donc quand on arrive sur Bitcoin, quand on parle d'énergie, il y a quelques chiffres que je voulais aussi poser, pour poser le débat, après je vais laisser le micro. Quelques grandes masses à connaître. La production d'énergie mondiale, 160 000 TWh. Vous voyez, les TWh, ils arrivent quand les énergéticiens font des stats, ils utilisent les TWh, donc on va rester sur cette convention. 160 000 TWh. Là-dedans, vous en avez à peu près un tiers qui est perdu dans la distribution et les inefficacités de production. D'accord ? Vous perdez 50 000 TWh chaque année dans ces inefficacités. Bitcoin, là-dedans, c'est 114 TWh. Donc, pour mettre en perspective les chiffres comme quoi Bitcoin serait néfaste pour la planète, en fait, si on est vraiment écolo, on va s'intéresser aux 50 000 TWh qui sont perdus. Avant de s'intéresser à Bitcoin, je pense qu'il serait intéressant de s'intéresser aux pertes en ligne et à ces choses-là. Si on veut gagner de l'efficacité, si on veut sauver la planète, on va s'intéresser aux 50 000 TWh, pas aux 114. D'autre part, les 114, ils sont assez petits par rapport à YouTube, par exemple, qui consomme 250 TWh. Le système, alors c'est le slide suivant, si on veut bien passer au slide suivant, je crois, voilà. Le système bancaire, pareil, à peu près 260 TWh. Le minage de l'or, 240 TWh. On n'en entend jamais parler de l'or, parce que les banquiers centraux en ont, donc ils ne vont jamais vous parler de la consommation énergétique du minage de Bitcoin, de l'or. Curieusement, ils vont se focaliser sur Bitcoin, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, s'ils sont concernés par l'environnement, c'est très bizarre. Ils ne vont pas non plus être concernés par l'impact environnemental du minage de l'or, parce qu'il n'y a pas que la consommation électrique, il y a bien sûr la destruction des espaces avec ces mines à ciel ouvert, etc. L'or étant extrêmement, en général, extrêmement profond et avec des mines donc extrêmement profondes et dévastatrices pour l'environnement. Sans parler de l'orpaillage, c'est-à-dire le minage sauvage de l'or, où on a des produits chimiques très toxiques qui sont répandus dans l'environnement. Donc, relativiser donc ces discours sur le prétendu impact écologique de Bitcoin, d'autant plus qu'il y a une différence fondamentale entre le chiffre du haut, celui de Bitcoin, et les deux chiffres du bas. Je ne sais pas si vous avez vous connaissez, si quelqu'un dans la salle peut me dire quelle est la différence fondamentale entre ces chiffres. Peut-être ce sera on pourra en reparler dans les questions tout à l'heure, mais la différence fondamentale, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que la mine d'or, elle est à un endroit donné, vous n'avez pas le choix, vous devez acheter l'électricité là où il se trouve l'or. Dans le cas de Bitcoin, ce n'est pas du tout cette logique-là. Le minage de Bitcoin, on peut le faire n'importe où, donc le mineur Bitcoin va aller chercher l'électricité là moins chère pour être le plus rentable possible, donc il va chercher des surplus. Ces fameux surplus qui sont les 50 000 TWh dont je parlais tout à l'heure. Parce que là, il y a effectivement des moments où, quand vous avez un flux, alors les énergies renouvelables, en fait, c'est des énergies, c'est des flux. Je me permets, si on va avoir juste le temps d'aller dans l'autre partie, on accélère un tout petit peu. Je conclue, en fait, c'est mon dernier slide. Les énergies qu'on appelle renouvelables, en fait, c'est des flux d'énergie, et les stocks sont des énergies fossiles. Que ce soit uranium ou pétrole, c'est des stocks, ce sont ce qu'on appelle des énergies fossiles. Donc, les énergies renouvelables qui sont des flux, elles ne peuvent pas être à 100% du temps, elles ne peuvent pas matcher 100% du temps une demande. Donc, elles sont génératrices de surplus. Donc, Bitcoin spécifiquement va créer un prix plancher pour ces énergies renouvelables qui va améliorer leur perspective économique de l'investissement dans des infrastructures d'énergie renouvelable. Donc, en créant un prix plancher, Bitcoin spécifiquement aide la rentabilité des énergies renouvelables. Donc, ce
qui n'est pas le cas des flux, des stocks, pardon. Les stocks d'énergie, vous pouvez toujours retarder la vente d'un stock pour avoir le meilleur prix. Donc vous n'avez pas de surplus. Il n'y a pas de surplus de pétrole, hein. Ça n'existe pas. Il y a des surplus d'éolien, il y a des surplus de solaire, etc. Donc Bitcoin, contrairement à ce qu'on vous explique, c'est pas néfaste pour l'environnement. Moi, je suis un écologiste convaincu. C'est la green tech du 21e siècle. Parce que j'ai fait cette analyse. Maintenant, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais au moins, reconnaissez qu'il y a une logique dans ce que je vous ai dit. Et après, vous pourrez me challenger dans les questions-réponses. Voilà, j'ai fini. Excellent. Merci beaucoup, Pierre. Jean-David, justement, tout à l'heure, quand Valérie faisait un petit peu l'état des lieux des crypto-monnaies, je t'ai vu tiquer un petit peu sur effectivement ce que ça consomme le Bitcoin. On vient d'en faire un point. Est-ce que tu es d'accord avec toutes ces slides et le coût de fabrication d'un Bitcoin? Alors, bonsoir à tous et merci à Valérie Terkinen d'organiser cet événement. Et donc, non, je tiquais pas, je réagissais. Pierre vient nous faire un rappel brillant des bases de la thermo et de leur transposition dans le monde des cryptos. Peut-être deux mots complémentaires, plus sur une approche économique. Donc le papier de Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si Satoshi Nakamoto c'est une personne ou plusieurs personnes, on pense que c'est plutôt une équipe de plusieurs personnes, a été publié en octobre 2008, au plus fort de la crise financière. C'était le moment où Lehman Brothers a fait faillite. Alors, juste une toute petite précision, Valérie, ce n'est pas la première crypto-monnaie qui a existé, c'est la première crypto-monnaie décentralisée, parce qu'avant le Bitcoin, il y a eu beaucoup d'autres tentatives. La plus connue, c'était le e-bullion. Et le fondateur de eBullion a été arrêté par le FBI. Pourquoi? Parce qu'il avait créé des dollars électroniques et il faisait ça depuis un ordinateur qui était chez lui. Et donc le FBI a débarqué parce qu'il avait l'adresse IP. Il a saisi les serveurs, il a mis le mec en prison. L'équipe, probablement sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, c'est l'aboutissement de 30 années de R&D. En fait, le problème fondamental qui est à l'origine des blockchains, c'est un problème qui porte un nom un peu barbare, qui s'appelle le problème des généraux byzantins. Et Microsoft a essayé de le régler à base d'informatique à partir de 1984. Donc en fait, si vous voulez, 1984-2008, c'est une très longue maturation pour arriver à faire quoi? Pour arriver à faire une monnaie digitale qui a deux particularités fondamentales. La première, c'est qu'elle est décentralisée, et on va voir pourquoi elle est décentralisée. Et la deuxième, c'est qu'elle est intelligente. Alors, on va voir ce que c'est que intelligente. Et donc, Pierre vous a donné une vision de l'économie énergétique du Bitcoin. Hein. Donc, il vous a expliqué que le Bitcoin avait une valeur parce que c'était de la transformation d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, le Bitcoin qui vaut aujourd'hui 47 000 $, il coûte en moyenne 15 000 $ à produire. Hein, donc, il y a un coût de revient énergétique du Bitcoin, donc c'est une transformation d'un potentiel. Pierre vous a montré les échelles de valeur, hein, 114 TW versus 50 000 TW perdus en inefficience. Hein, il vous a montré que c'était moins de la moitié de la consommation énergétique pour extraire de l'or, et encore moins que ce que coûtent les data centers des banques. Donc la première des choses, c'est de comprendre pourquoi c'est décentralisé, et la deuxième, c'est de comprendre pourquoi c'est intelligent. Décentralisé, pourquoi? Alors vous avez entendu le terme de cypherpunk. Alors cypherpunk, ça a plein de traductions possibles. En fait, ce sont des gens qui refusent la domination et l'assujettissement digital. Ce sont des gens qui, avec la naissance d'Internet, se sont dit, mais finalement, on peut être pisté partout, on peut tout savoir de nous, on n'a plus aucune privauté, et nous, on ne veut pas de Big Brother, hein. Nous, on veut être des êtres libres, même à l'époque du monde digital, et donc on veut avoir un instrument d'échange de valeurs qui soit pseudo-anonyme. Hein. On veut pouvoir faire des transactions, un peu comme à une certaine époque, en Suisse, il y avait des comptes numérotés. Eh bien, on veut faire des transactions avec des adresses alphanumériques, mais pas de nom. Puis la deuxième des choses, ils ont dit, nous, on ne veut pas de système centralisé. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on posait la question de savoir qui avait un compte en ligne, presque tout le monde a levé la main. Mais si je vous pose la question de dire, vous avez 1 000 € sur votre compte, apportez-moi une preuve de détention de 1 000 €. Bah, la seule preuve de détention de 1 000 €, c'est un relevé bancaire ou c'est une capture d'écran qui dit j'ai 1 000 € sur N26, sur Revolut. En fait, vous n'avez pas 1 000 €. Vous avez une créance de 1 000 € sur N26 ou sur Revolut. Si N26 et Revolut font faillite, hein, il y a une banque en France, une néobanque qui vient de faire faillite, hein, il y a 6 000 épargnants qui ne retrouvent pas leur somme. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un risque qu'on appelle un risque de crédit.
Et donc, vous avez 1 000 euros tant que la société qui est dépositaire de vos 1 000 euros est en bonne santé. Et donc, les cypherpunks ont dit, nous, on ne veut pas de ça, on veut avoir une contrepartie sans risque. Et donc, on veut que la conservation de notre valeur, ce qu'on appelle le custodian, ne dépende pas de la signature d'un tiers. Et ça, c'est la décentralisation. Donc, lorsque vous mettez simultanément une création dont la valeur, c'est une transformation d'énergie, que vous venez à contrario de la régulation qui a façonné les 500 dernières années de l'économie moderne, c'est-à-dire la régulation, c'est-à-dire le pouvoir d'émission monétaire des États, et qu'en plus vous créez un objet qui s'appelle de la monnaie intelligente, eh bien, vous constituez le point de fusion entre l'économie traditionnelle et la technologie. Et l'objet du débat de ce soir, c'est d'essayer de comprendre, de parcourir ce que c'est que cette rencontre, ce mariage entre la finance, l'économie classique et la technologie. Excellent, merci beaucoup. Voilà un tableau très précis et bien dressé par Jean-David et par Pierre. Merci beaucoup. Ce qui régit toutes ces technologies-là, vous avez parlé du Bitcoin, on parlera tout à l'heure des NFT, c'est la même chose, c'est la blockchain. Est-ce qu'on peut revenir, Pierre, sur la définition de la blockchain? Qu'est-ce que la blockchain? Alors, moi, je n'utilise pas l'expression la blockchain. Je mets un qualificatif derrière. C'est-à-dire, je peux parler de la blockchain Bitcoin, je peux parler de la blockchain Ethereum, je peux parler de blockchain Tezos, encore que je connaisse mieux les deux premières. Mais je vais pas aller au-delà parce qu'il n'y a pas une chose comme la blockchain. Le protocole, c'est un mouvement d'horlogerie, un protocole cryptographique comme celui de Bitcoin. Et si tu changes une petite pièce du mécanisme, en fait, ça change tout. Le diable est dans le détail, comme on dit en technologie souvent. Et donc, les gens qui disent ouais, on a une blockchain et tout, une blockchain, ça veut rien dire en fait. C'est un protocole, il faut regarder le protocole. Je prends l'exemple de IOTA, on a eu des caricatures de ça. On a eu IOTA, si tu te souviens, qui a disparu quasiment de la circulation, qui n'était même plus une blockchain. D'ailleurs, c'était un DAG, enfin un truc un peu farfelu que j'avais d'ailleurs dénoncé quand c'est sorti en disant que ça ne pouvait pas marcher. Et effectivement, l'avenir m'a donné raison. Mais sur la blockchain, effectivement, il y a beaucoup de claims. Dans Bitcoin, on parle plutôt de time chain parce que effectivement, il y a la succession des blocs. En fait, ça sert juste à éviter la fameuse double dépense dont tu parlais, Jean-David, avec la notion de le problème qui a été résolu, c'est celui de la double dépense. En fait, Satoshi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'invention de Adam Back, qui était la preuve proof of work, hein, preuve d'énergie. Donc, vous savez maintenant, proof of work, proof of energy, c'est la même chose. Donc, proof of work, c'était le mot au départ, dans les années 90. Et donc, il a dit, on va appliquer ce concept à un système anti-spam. Donc, il a fait un système anti-spam où il fallait mettre une proof of work dans son mail. Et du coup, on n'était plus spammé parce qu'on exigeait une proof of work pour recevoir un mail. Bon, c'était un peu violent. Mais Satoshi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette invention et il a fait ce que Steve Jobs disait, c'est-à-dire connecting the dots. Il a fait le pont entre cette invention et le problème de la double dépense. Donc, il a mis la proof of work dans le protocole Bitcoin. Mais chaque blockchain va être différente. Enfin, quand je vois Ethereum passer en proof of stake, évidemment, pour moi, on s'éloigne vraiment beaucoup du protocole Bitcoin. En termes de centralisation, déjà, enfin, je pourrais expliquer, enfin, si j'ai le temps, je expliquerai pourquoi proof of stake, en fait, c'est beaucoup moins décentralisé que proof of work, parce qu'il n'y a pas de coût, en fait, à créer un autre système. Il n'y a pas de coût à créer une blockchain proof of stake, puisqu'il n'y a pas d'équipement de minage. Donc, en fait, si je suis staker sur une blockchain proof of stake, je peux en staker autant que je veux. C'est juste besoin d'un ordinateur pour signer des transactions. Je n'ai pas besoin d'équipement de minage. Donc, s'il n'y a pas d'équipement de minage, il n'y a pas de limite à la création monétaire. Donc, on se retrouve avec un objet monétaire qui ressemble furieusement à la monnaie traditionnelle, en fait, à la monnaie fiat. C'est de la monnaie que j'ai appelée monnaie preuve, parce qu'il y a quand même des signatures, il n'y a pas de promesse, ça c'est vrai. Donc, c'est de la monnaie preuve, mais c'est de la monnaie preuve avec zéro énergie. Et du coup, c'est en quantité limitée, comme la monnaie fiat. Donc, on a une espèce d'hybride qui est intéressant. Donc, quand j'entends le mot blockchain, c'est pour ça que quand j'entends le mot blockchain, je dis qu'il faut qualifier de quoi on parle. Parce que sinon, c'est un peu trompeur, en fait. Alors, qui ne sait pas ce qu'est une blockchain? Bien. Donc, on va faire un truc très très simple. Une blockchain, c'est une chaîne de blocs. Qu'est-ce que sont les blocs? Ce sont des dossiers dans lesquels on stocke des informations. Quelles informations? Des transactions. Pourquoi est-ce que c'est une chaîne? Parce que les blocs sont reliés entre eux par une chaîne. Cette chaîne, c'est un ensemble de signatures cryptographiques
qui permettent de confirmer que les blocs sont authentiques et qu'on passe d'un bloc à un autre avec une immutabilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus changer l'information qui est contenue dans les blocs. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que quand on parle d'argent, on veut éviter un certain nombre de cas de figure. Par exemple, répudier une transaction. Non, je ne t'ai pas viré cet argent. Ou éviter une double dépense. J'ai 1 euro, je le donne à 2 personnes en simultané, et comme c'est au même moment, finalement, mon euro, je l'ai dépensé 2 fois. Donc, l'immutabilité et la non-répudiation, ce sont des enjeux fondamentaux, a fortiori dans un monde décentralisé. Et la blockchain, elle a une autre caractéristique, c'est que comment est-ce qu'on arrive à décentraliser des transactions? Eh bien, il faut que ce registre, il soit réparti dans un grand nombre d'endroits, et que quand une transaction se produise, cet enregistrement soit répliqué dans un grand nombre de chaînes. Et comment est-ce qu'on sait que cette transaction est légitime? Eh bien, parce qu'il y a un consensus. Dès que 51% des nœuds du réseau disent qu'ils ont validé la transaction, et donc elle est légitime. Donc le consensus, c'est ce qui est à la base de la décentralisation, et c'est ce qui permet aux blockchains, sur des environnements très distribués, on parle de plusieurs millions de nœuds dans le Bitcoin. Alors je sais que ce soir nous avons à la fois des ingénieurs et des étudiants d'école de commerce. Il faut bien comprendre une chose, quand vous écoutez une émission à la radio, vous avez un émetteur et qui va diffuser la même information sur des autoradios ou sur vos téléphones. Donc ça s'appelle du broadcast. Mais quand vous commencez à vous envoyer des messages par WhatsApp, chacun de vos messages est différent et donc ça fait un grand réseau de messages. Vous voyez que ce n'est pas le même type d'information, d'accord? Ce n'est pas le même type de protocole. Et donc moi qui suis un gars des télécoms, je suis venu à la blockchain, je suis venu au Bitcoin parce que j'ai vu un nouveau protocole et c'était le protocole que Satoshi Nakamoto et donc ses acolytes ont publié dans le papier blanc. Ça, ce sont les blockchains et ce sont une innovation technologique majeure. Pourquoi est-ce que j'ai investi très tôt dans les blockchains? Parce que venant dans les télécoms, j'avais vu l'impact d'un autre protocole sur une industrie extrêmement régulée. Parce qu'avant la blockchain, dans l'industrie des télécommunications, on a vu arriver le protocole de la voix sur IP. Alors au début, c'était du H323, aujourd'hui c'est un protocole SIP. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis de tuer le monopole des opérateurs télécoms qui trustaient la totalité de la valeur dans cette industrie pour le mettre entre les mains de jeunes entrepreneurs audacieux, c'est-à-dire vous, parce que parmi vous ce soir, on a les entrepreneurs de demain, on a ceux qui vont créer des boîtes révolutionnaires dans la finance décentralisée. Donc ce soir, parmi vous, il y a probablement un Bill Gates, peut-être un Steve Jobs, peut-être un Elon Musk, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce protocole et ils ont révolutionné, transformé, ils ont piraté l'industrie des télécommunications. Aujourd'hui, le plus grand opérateur de télécommunications au monde ne vous vend pas de carte SIM, ne vous donne pas de numéro de téléphone, n'a pas de service client, ne vous facture pas la minute, ne vous facture pas la présentation d'appel. Cet opérateur, c'est Facebook, parce que la quantité de minutes qui sont échangées chaque jour, alors pas ce soir parce que c'est en panne, mais chaque jour sur WhatsApp, sur Instagram, sur Messenger, ce sont des milliards de communications. Et comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça grâce à la voix sur IP. Et donc la blockchain sera à la finance ce que la voix sur IP a été à l'industrie des télécommunications. Très bien. Et Pierre, on a le temps effectivement de revenir sur la différence entre la manière de sécuriser les blockchains, du coup. Il y a le Proof of Work, qui est utilisé par Bitcoin, et il y a le Proof of Stake, qui sera demain utilisé par Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la manière dont on sécurise la blockchain Bitcoin et puis la blockchain Ethereum? Alors, je pense que Jean-David a commencé à en parler en décrivant la blockchain, mais globalement, effectivement, il faut dépenser de l'énergie pour essayer de tricher, disons, sur la blockchain Bitcoin. Il faut effectivement s'équiper en matériel. Donc, il faut faire un gros investissement initial, déjà, parce qu'il y a du matériel de minage pour créer une preuve de travail. Et il va falloir dépenser beaucoup d'énergie, utiliser beaucoup d'énergie pour plus d'énergie en fait que le reste du réseau, pour essayer de créer ce qu'on appelle un fork, donc qui va dépasser la chaîne principale pour devenir la chaîne principale et donc créer potentiellement une fraude, une double dépense qui va s'imposer. Donc
économiquement, ça ne marche pas. Donc, le principe de Bitcoin, c'est que en théorie des jeux, ça ne marche pas, l'attaque ne marche pas. D'ailleurs, depuis 10 ans, on ne l'a pas observé, cette attaque, pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser énormément de ressources. Aujourd'hui, on parle de 114 TWh, donc ça suppose un investissement énorme, avec des perspectives de gains à peu près nulles, puisque le réseau qui tourne, lui, a ce qu'on appelle des contre-mesures en sécurité informatique. On peut appliquer après, en plus, des contre-mesures qui vont faire que la tentative va échouer piteusement. Donc, aujourd'hui, personne ne met en doute cette sécurité-là. Dans le cas de Proof of Stake, effectivement, on met l'énergie à zéro. C'est le même principe que Bitcoin, sauf qu'on dit il n'y a pas besoin de Proof of Work, en fait, on va juste mettre des signatures. Et on va éventuellement récompenser, donc comme on ne récompense pas l'extraction des unités monétaires comme dans Bitcoin, on va récompenser en fonction du nombre de coins que les gens détiennent. Voilà, on va dire, on va les récompenser. Plus ils détiennent de coins, plus ils vont être récompensés. Donc ça, c'est la théorie des jeux. Donc ça marche assez bien. On peut observer Tezos, par exemple, qui est sur ce principe qui marche assez bien. Ethereum qui est en train de basculer. Alors Ethereum, c'est rigolo parce qu'ils l'ont promis dès le lancement. Ils avaient dit on va faire Proof of Stake parce que Proof of Work, c'est péché, il ne faut pas le faire. Et en fait, ils ont mis quand même un moment à le faire. Et encore, ils ont dit on va faire en 3 ans, puis si au bout de 3 ans ça ne marche pas, on reviendra à Proof of Work. Bon, c'est un peu, voilà, c'est Ethereum, quoi. Donc, juste pour dire, c'est très centralisé, parce que du coup, comme il n'y a pas de preuve d'énergie, la gouvernance, comme je disais, elle est sujette à juste à des achats, à des transactions sur des coins. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le nothing at stake. Le problème que j'évoque là, c'est le problème qu'on appelle parfois nothing at stake. C'est proof of stake, mais qu'est-ce qui est at stake? C'est des cryptocurrencies. Donc, en gros, c'est la cryptocurrency en question. Donc, c'est un peu une logique circulaire. On dit cette currency a de la valeur, ok, mais il n'y a pas d'énergie dedans, mais elle a de la valeur, ok. Donc je vais en accumuler, mais sauf que tu ne sais pas qui accumule, c'est peut-être la chaîne concurrente qui accumule. Et la chaîne concurrente, elle a juste pour objectif de fusionner et de retirer les coins. Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, Ethereum, il y a plein de tokens sur Ethereum. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de tokens, on dit ERC20 sur Ethereum. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus facile que de basculer un token d'une chaîne à une autre de manière à peu près indolore. C'est-à-dire, en gros, on fait un burn, c'est-à-dire on détruit les tokens sur la chaîne Ethereum et on les réémet sur une autre chaîne. Donc, il n'y a pas nécessairement une grande adhérence, disons, avec la technologie sous-jacente. Donc, pour toutes ces raisons, et ces problèmes n'existent pas avec Bitcoin, parce que Bitcoin est sur un autre positionnement qui est celui du monétaire, l'étalon énergétique. L'étalon monétaire de Bitcoin, c'est l'étalon énergétique, qui était celui de l'or. Hein. L'or, c'était juste un étalon énergétique. Une pièce d'or, c'est un stock d'énergie. Il se trouve que c'était une technologie obsolète, l'or, hein, puisqu'il faut aller le chercher dans le sol. C'était bien à l'époque des Mésopotamiens et tout ça. Mais c'était un étalon monétaire aussi. Avec une rareté. Avec cette rareté qui vient de l'énergie. L'énergie est rare, est difficile à acquérir, à maîtriser. Donc pour l'or, c'est pareil. Donc c'est effectivement une rareté qui vient de l'énergie. Il n'y a pas de rareté dans les proofs, comme tu soulignes, Jean-David, il n'y a pas de rareté dans les proof of stake, puisque, comme je disais, il n'y a pas de coût à lancer un nouveau réseau. Donc, si un Ethereum marche, on va lancer Tezos, ce qu'on appelle les Ethereum killers, il y en a plein, et ils peuvent être tous en proof of stake, ça pose aucun problème. Parce qu'il n'y a pas d'équipement de minage, on peut staker tous ces coins en parallèle. Donc, il n'y a pas de rareté. Il n'y a d'ailleurs même pas de rareté dans le protocole Ethereum, puisqu'il n'est pas capé. Hein, la supply des Ethers n'est pas capée, ça peut aller à l'infini. Même si le pourcentage de croissance décroît. Alors ça, c'était très amusant quand j'ai osé souligner ce fait. On m'a répondu oui, mais le pourcentage de croissance de création monétaire diminue chaque année. Bah oui, forcément, quand tu as une quantité illimitée, tu rajoutes la même quantité chaque année, ça fait un pourcentage plus petit, mais ça va quand même vers l'infini. Hein. Donc, il n'y a pas d'arté. Alors, Ethereum a eu le mérite quelque part de reconnaître ça, puisqu'ils sont partis dès le départ sur une quantité qui n'était pas capée, puisque ça n'aurait pas eu de sens, en fait, de dire je vais caper la quantité d'Ether dans la mesure où, par définition, s'ils voulaient passer en proof of stake, ce qui était leur claim dès le départ, ils étaient sur une logique de monnaie à création illimitée, encore une fois, comme la monnaie fiat traditionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une partie des frais de transaction qui sont brûlés pour réduire cette... Les frais de transaction sont devenus délirants sur Ethereum, avec ce qu'on appelle la DeFi. Et les NFT dont on va parler. Moi, j'ai payé jusqu'à 100 € pour une transaction. C'était absurde. Ça montre qu'il y a un problème ce qu'on appelle de passage à l'échelle, de scalabilité à ce moment-là. Alors, peut-être juste un mot en complément de ce que Pierre vient de dire sur la sécurité. Ensuite, on parle de tokenomics et de NFT. Ce
Ce qui fait la valeur de la blockchain et du Bitcoin aujourd'hui, c'est un certain nombre d'arguments qui sont connus. Le premier, c'est que le stock de Bitcoin est limité. Il y aura 21 millions de Bitcoin, point barre. Et le deuxième, c'est une observation. Donc, ça fait 10 ans que la blockchain du Bitcoin fonctionne. Elle n'a jamais été hackée. Or, on est dans un monde qui est celui de l'Internet ouvert. Il y a tous les affreux de la Terre qui essayent de craquer ce truc-là. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que c'est un jeu où la probabilité de gain est infinitésimale et admettons qu'ils y parviennent, le gain serait lui-même très très faible. Peut-être quand même deux choses qu'il faut dire à cet endroit-là. Vous avez entendu parler de l'informatique quantique. Vous savez qu'on est au seuil de cette révolution et que l'informatique quantique va entraîner des bons en capacité de calcul très importants. Il y a une menace quantique théorique, potentielle sur la blockchain. Les mesures les contre-mesures pour lutter contre une attaque quantique existent, c'est ce qu'on appelle les algorithmes post-quantiques. Ils n'ont pas encore été implémentés dans la blockchain. Et donc, si demain, quelqu'un avait un calculateur quantique, est-ce qu'il pourrait hacker la blockchain? Il pourra hacker une partie de la blockchain, c'est-à-dire les transactions qui n'ont pas encore été enregistrées, qui sont dans un pool, puisqu'il y a globalement un bloc qui est miné toutes les 10 minutes. Et donc, il y a un petit risque aujourd'hui qui est de l'ordre nul, même s'il y a déjà des calculateurs quantiques, mais qui existe et qui interroge et fait peser une pression sur la communauté en disant quand est-ce qu'on va faire une mise à jour de la blockchain pour la doter d'algorithmes de cryptage qui sont résistants aux attaques quantiques. Voilà, donc c'était juste pour apporter un élément sur ce point. On va rentrer dans la troisième partie de notre échange, qui est la partie où, pour le coup, il y a des gens qui en ont moins. On descend encore dans les profondeurs de ce qu'apportent les blockchains. On parlait d'Ethereum tout à l'heure. C'est les NFT. On a vu des œuvres s'échanger à 69 millions de dollars sous forme de NFT, c'est tokens non fongibles. On a vu Sorare, Valérie en parlait tout à l'heure, lever des millions, plus de 600 millions de dollars et être capitalisé à 4,2 milliards de dollars. C'est des chiffres qui donnent le tournis. C'est l'art dans la blockchain, dans les blockchains, Pierre, pour ne pas me faire taper sur les doigts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et essayer d'expliquer, puisque c'est ce que les gens connaissent le moins, revenir sur les bases, c'est quoi un NFT? Alors, les NFT, ça a démarré pour moi en 2017, quand il y a eu le standard sur Ethereum, donc ERC 721, c'est-à-dire qu'on avait enfin la possibilité d'échanger d'un wallet à l'autre ces fameux NFT, qui sont rien d'autre que des Pokémon Cards, si je peux prendre une analogie dans le monde analogique. Des Pokémon Cards ou des timbres post, c'est à peu près la même chose. Vous ne pouvez pas le couper, c'est pour ça que c'est non-fungible, et vous ne pouvez pas le mélanger, c'est-à-dire que si j'ai une Pokémon Card et vous m'en donnez une autre, c'est pas la même, il y a un numéro de série. En gros, les NFT, c'est tokeniser n'importe quoi qui a un numéro de série. Si je veux faire une définition très large des NFT, parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, les gens prennent une définition très large. En gros, la communauté de la tech aujourd'hui considère que les NFT, c'est que le début, on n'a pas trouvé le cas d'usage. Pour moi, c'est certainement pas, par exemple, les œuvres d'art, parce que en fait, ça sert à rien pour les œuvres d'art, les NFT, mais bon, il ne faut pas trop le dire, parce qu'il y a effectivement des commentaires. Ouais. On a, parce qu'en fait, le NFT dans le cas de l'art, c'est juste un certificat d'authenticité numérique qui va s'échanger après, mais ça dit absolument rien sur l'authenticité de l'œuvre d'art que tu as, en fait. C'est ça le problème. C'est d'ailleurs le problème des certificats d'authenticité. Ils ne garantissent pas du tout que l'œuvre que tu cèdes avec le certificat est authentique. C'est juste le certificat d'authenticité qui lui est authentique. Donc ça sert à rien, en fait. Donc, et sur le numérique, ce qui est intéressant, c'est la liquidité, en fait. C'est-à-dire que la carte Panini ou la carte Pokémon, moi, ma génération, c'était plus les cartes Panini, mais carte Pokémon, c'est pas très liquide, ça s'échange dans la cour de récréation, de la main à la main, etc. Avec les NFT, si c'est numérique, c'est sur le téléphone, ça peut être un peu interactif, il peut y avoir surtout des royalties, il y a des métadonnées, en fait. Le gros plus pour moi des NFT, c'est par rapport aux cartes Pokémon papier, c'est les métadonnées. Donc on peut animer le truc, on peut lui donner un peu plus de profondeur à l'information que juste le dessin. Et puis les royalties, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. Je pense que c'est ça les deux grands trucs. Et c'est vrai qu'il y a eu le standard ERC, donc en 2017. Il y a eu des tentatives avant, avec Counterparty sur Bitcoin, etc. J'en parle pas parce que c'était vraiment les balbutiements. Mais sur Ethereum, on a eu ERC 721. Donc moi-même en 2017, j'ai codé, comme je te disais, un petit wallet
ERC 721 pour voir comment ça marchait avec des CryptoKitties. Donc je me suis retrouvé à acheter des CryptoKitties. J'étais pas dans le cœur de cible des CryptoKitties. Ce qui a fait effondrer la blockchain de l'Ethereum. Hein. Oui, d'ailleurs, ça a eu un gros succès, énorme succès des CryptoKitties, qui d'ailleurs n'ont pas disparu. Et en gros, qui s'échangent. Alors là aussi, ce qui est un peu nouveau par rapport au token ERC20, c'est le fait que ça s'échange dans un carnet, par vente aux enchères, en mode auction, et non pas dans un carnet d'ordre comme les tokens ou les cryptocurrencies. Donc c'est un peu différent, et ça permet aussi de faire monter les prix, parce que les ventes aux enchères, comme chacun le sait, psychologiquement, ça permet de faire monter des prix un peu débiles. Donc effectivement, des CryptoPunks qui sont des trucs horribles. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, les CNFT, c'est juste horrible. Et ça, il y en a qui sont vendus à 7 millions. Donc effectivement, là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors si, on sait que, en fait, là, c'est circulaire. C'est-à-dire que c'est les gens, les promoteurs du CryptoPunk qui s'achètent le truc. C'est le problème des ventes aux enchères. Donc ils font monter les enchères, ils mettent un prix débile et tout le monde croit que ça vaut vraiment 7 millions. En fait, ça vaut absolument pas 7 millions, bien sûr. Qui pourrait croire que ça vaut 7 millions? Donc surtout, n'allez pas sur les NFT qui sont chers. Par contre, les cartes Panini, les cartes Pokémon, là, ça peut avoir du sens de jouer avec, mais ça vaut 1 euro, 2 euros une carte Pokémon. Hein, c'est pas plus que Alors, puisque donc, ce soir on est un événement du Techniot, d'abord je voudrais poser une question. Qui a déjà été en Israël? Ah oui, donc quand même beaucoup de gens. Donc ce soir, je vais me permettre de faire quelque chose totalement israélien, à base de chutzpah. Et donc, je remercie Valérie de m'avoir invité, mais j'ai aussi un agenda particulier, c'est que je viens de créer une société qui s'appelle Artinity, qui produit des œuvres d'art à base d'IA, qui sont vendues sous forme de NFT, et on recrute. On recrute, donc je suis venu avec Ari Assaya, qui est mon conseiller. Ari, lève la main, s'il te plaît. Donc si vous avez des candidatures, n'hésitez pas à aller voir Ari. Et donc c'est une des raisons de ma présence ce soir. Et donc, comme je pense vendre des NFT très chers, $1 million, tu m'excuseras, Pierre, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Bien, juste succinctement, 3 choses. Qui a déjà acheté des actions de société en bourse? Qui a déjà acheté un bien immobilier? Et qui a déjà acheté un objet de collection? Ok. Les actions en bourse, c'est aujourd'hui techniquement un bien virtuel. Hein, vous allez sur un marché boursier, vous achetez un titre qui est réglé et livré électroniquement par un agent de transfert, et on vous dit que vous possédez une part d'une société, et en fait, s'il y a des dividendes, vous allez recevoir une fraction, et puis si vous allez aux AG, vous aurez une fraction du droit de vote. Okay? En fait, il se trouve qu'il y a des actions sans droit de vote, et il se trouve qu'il y a des actions sans dividendes, mais ça, vous ne le savez pas toujours quand vous achetez une action. Mais vous avez acheté un bien dématérialisé. Si vous avez acheté, je sais pas, une montre de collection ou un tableau, vous avez un bien physique qui est chez vous. Et si vous avez acheté un bien immobilier, eh bien vous avez un contrat d'acquisition qui a été enregistré chez un notaire, qui a été enregistré officiellement parce que c'est un officier ministériel, et donc vous avez une preuve officielle de propriété. Okay? Maintenant, les NFT, c'est une technologie. On est dans les blockchains, on a vu comment fonctionnaient les blockchains. Pierre a abordé différents types de blockchains, celles qui sont à base de proof of work, de proof of stake. Il y en a d'autres. Moi, j'ai investi en Israël dans une boîte qui fait une proof of space time. Il y a des blockchains à base de proof of authority. Donc, il y a un certain nombre d'algorithmes de consensus. Dans ces blockchains-là, il y a un nouveau type de jeton. Le Bitcoin est une forme de jeton. Ce nouveau type de jeton, c'est un non-fungible token. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est standardisé, mais chacun est unique. On ne peut pas les permuter. Ils sont tous pareils, mais chacun est unique. Globalement, vous prenez Renault qui fabrique 10 millions de Clio rouges, c'est toutes les mêmes, mais elles ont un numéro différent, c'est leur numéro de série. Pour faire simple, c'est ce que c'est un NFT. Et cette technologie-là, elle permet de digitaliser la valeur de n'importe quel type de bien. On peut le faire sur une œuvre d'art, on pourrait le faire sur une montre, on pourrait le faire sur une voiture, on pourrait le faire sur une chanson, on pourrait le faire sur un film, on peut le faire sur une photo, n'importe quoi, que ce soit physique ou digital. Pourquoi c'est une révolution? C'est une révolution parce que de la même manière qu'il existe dans le monde 75 places financières où sont cotées 45 000 sociétés, eh bien on va pouvoir créer autant de places financières que l'on veut, il y aura une énorme concurrence. Souvenez-vous, au début du XXe siècle, il y avait 300 fabricants de voitures juste en France. Je parle début du XXe siècle, donc 1900. Okay? Mais là, c'est pareil. Encore une fois, parmi vous, il y a probablement des créateurs de places de marché décentralisées à base de NFT qui vont se livrer une concurrence, mais on va pouvoir digitaliser la valeur de plein de trucs physiques qui nous entourent et qui aujourd'hui sont statiques et qu'on vend de gré à gré. Pour vendre une maison, passer par un agent immobilier.
pour vendre un objet de collection, passer par un antiquaire ou par une maison de vente aux enchères. Et tout ça va se digitaliser. Ça, c'est la révolution des NFT. Je pense que la dernière partie de notre débat va parler des tokenomics. Hein. Et donc, comment est-ce que ces NFT acquièrent ou perdent de la valeur, à quelle vitesse, pendant combien de temps. Mais globalement, le NFT, c'est cet instrument qui va permettre de digitaliser la valeur de tout ce qui nous entoure. Et donc, on va avoir un monde où cette valeur va s'échanger de manière électronique, de manière beaucoup plus simple, avec moins de friction et évidemment beaucoup plus de liquidité. Et c'est là où Facebook aussi essaye de commencer à se positionner comme d'autres GAFAM avec les fameux métaverses, où on pourra s'échanger justement ces NFT, créer de la valeur, connexion avec la DeFi. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu es particulièrement attentif? Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais peut-être que Pierre, tu veux réagir? Sur les métaverses, vas-y. Je savais qui ciblait dès le début. Non, il n'y a pas de souci. Bon, le métavers, c'est un espèce de grand fantasme. Vous savez, Facebook a un problème, c'est que 98% de son revenu, ça vient de la publicité, 80% de son revenu publicité, ça vient des mobiles. Donc en fait, à chaque fois que vous passez 10 minutes sur Facebook, ça fait du bien à Facebook. Et donc ils se posent la question de savoir c'est quoi l'avenir. Et ils veulent devenir une boîte de hardware. Et donc ils ont investi dans un champ qui est celui de la réalité virtuelle. Ils ont acheté une boîte qui s'appelle Oculus. Et donc ils veulent créer un métaverse. Le métaverse, c'est quoi? C'est Real Player One. Qui a vu Real Player One? Bon, voilà, donc c'est ça le métaverse. Et donc Real Player One, c'est un film de Steven Spielberg. Ready Player One, pardon. Ready Player One, c'est un film de Steven Spielberg qui raconte comment ça se passe dans un monde où les gens vivent dans une projection d'un monde virtuel digital au travers de combinaisons et d'accessoires super sophistiqués. Donc c'est un découplement, hein. On n'est plus dans le monde réel, sensoriel, on est dans un monde qui est purement digital, dans lequel c'est Matrix, hein. On nous induit des stimuli. Est-ce que ça va prendre? Peut-être. Un casque de réalité virtuelle, aujourd'hui, ça coûte 300 €. C'est massivement sponsorisé par Facebook. Il en faudrait quand même quelques centaines de millions, donc on verra. Admettons que ça prenne. Il y a parmi nous, ce soir, des gens qui étaient sur Second Life? Bah voilà, j'ai réussi à trouver une question. S'il y a une main là-bas qui s'est levée, Second Life. Il y en a deux. Hein. Ah ouais, deux mains, trois mains. Ouais, trois mains. Second Life. Voilà, donc Second Life, c'était l'ancêtre du métaverse en 2D. Donc Facebook veut faire Second Life en 3D. Est-ce qu'il va y avoir des transactions digitales là-dedans? Alors je suis obligé de faire un disclosure. J'ai un ami très proche qui s'appelle David Marcus qui pilote le projet Novi et Diem chez Facebook. Qui vient de faire un papier sur Medium pour parler de la monétisation grâce au blockchain dans les métaverses. C'est une vision extrêmement ambitieuse. On voit les difficultés qu'ils ont à obtenir l'homologation pour se lancer. C'est normal, hein. Pas seulement parce que c'est Facebook et qu'ils n'ont pas une excellente réputation sur le traitement des données, mais parce qu'en fait, ils attaquent la souveraineté de l'État fédéral américain qui est son pouvoir d'émission monétaire. Et donc, ils essayent de faire un stablecoin, etc. Donc, long is the road, mais je suis sûr que le chemin sera fascinant. Moi, je suis fasciné par cette capacité effectivement à avoir. Et on verra ce que ça donne, ce monde virtuel où il peut y avoir des valeurs d'interactivité entre les. Tu passes un peu de temps avec un casque? Mais c'est pas que des casques. Toi, tu as essayé? Parce que moi, j'en ai plusieurs. Tu as essayé? Non. Bon, essaye, tu verras. Mais les métaverses, c'est pas qu'avec les casques. On peut en discuter dans les questions, réponses. Clavier souris, effectivement, il y a quelques. Second Life. Avec de la valeur à l'intérieur. David, enfin. Tu me perturbes, David, tu vois, tu me fais peur. Tu me fais peur. Pierre, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les tokenomics pour finir ces parties avant de prendre les questions du public? Alors, c'est farfelu, je pense que c'est plus farfelu que blockchain, si je peux me permettre, tokenomics. Complètement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est le sujet le plus, effectivement, le plus intriguant de cette soirée, parce que personne ne sait ce que c'est, en fait. Mais on va en parler quand même. Pour moi, déjà, juste revenir sur la réflexion de Jean-David sur le prix du Bitcoin. Effectivement, le coût, c'est 15 000. Et le prix, c'est 45 000 $, si on parle en dollars. Actuel, hein, de quoi actuel? La différence, c'est quoi? 49 000 ce soir. En fait, c'est quand on achète un Bitcoin, c'est un droit d'usage du réseau, mais c'est aussi, on achète, je dirais, le coffre-fort. Et en fait, on n'achète pas un Bitcoin flottant, on achète un Bitcoin dans une blockchain qui est la blockchain Bitcoin. Et les Ethers ne sont pas flottants non plus, ils sont dans la blockchain Ethereum, etc. Donc en fait, dans le prix d'une currency, avant de parler des tokens, parce que c'est encore autre chose, dans le prix d'une currency, il y a aussi le coût de ce que j'appelle moi la cathédrale numérique. C'est-à-dire, Bitcoin, c'est une cathédrale numérique, parce que, et on achète une pierre de cette cathédrale, un bloc, enfin, c'est pas un bloc, c'est un multi-exo, mais c'est une partie d'un bloc, mais ce bloc, il n'est pas flottant, et on n'achète pas le bloc, et on ne part pas avec sous le bras, non, il appartient à une cathédrale. En fait, on achète aussi
le prix de la cathédrale avec ça, c'est la solidité en fait derrière. Il n'y a pas que le coût de production du Bitcoin. À mon avis, c'est ça qui explique la différence de prix entre le prix et le coût. Et je pense que c'est important d'avoir à l'esprit quand on raisonne quel est le prix le juste prix d'un token ou d'une currency. Et après, sur les tokens, là on arrive sur un domaine où c'est beaucoup du marketing. Objectivement, les ICO en 2018, c'était beaucoup qui va faire la promesse la plus délirante pour vendre, lever le plus d'argent possible. Bon, je pense quand même que, enfin moi, je reste sous le choc effectivement de Tezos qui se lance en 400 millions. Donc je dis bravo, parce que c'est quand même une très très belle opération marketing. Après, comment le token va se comporter, bah, c'est comme n'importe quel projet. Moi, je trouve que c'est du project financing, comme on dit en finance, je crois disent les financiers. Moi, je ne suis pas financier, mais je crois que c'est le mot qu'ils utilisent. Et si ça remplace l'émission d'equity ou la dette, eh ben, je dis c'est très bien. Mais pour moi, ça va pas plus loin que ça. Je pense qu'il n'y a pas... Chaque token a sa logique, et en fait, c'est du projet qu'il finance. Alors, juste peut-être deux choses pour compléter ce que vient de dire Pierre. Donc effectivement, quand vous achetez un Bitcoin, vous n'êtes pas propriétaire d'un Bitcoin. En fait, vous détenez une clé privée qui vous donne accès à un wallet, et dans ce wallet, il est écrit que vous possédez un Bitcoin, et donc vous pouvez signer une transaction. Et donc, l'ensemble des Bitcoins, ils sont dans la blockchain, la cathédrale, pour reprendre l'image de Pierre. Et évidemment, ils ont eu un coût de production historique. Alors, à une époque, ça valait 100 balles. Aujourd'hui, ça vaut 15 000 balles. Mais comme il y a presque 19 millions de bitcoins qui ont été constitués, ben, la somme de toute cette transformation d'énergie en valeur, ça représente la market cap de la blockchain du bitcoin qui est à peu près de 1 trilliard. 1 trilliard, c'est 2 fois moins, un peu plus que 2 fois moins, c'est 40% de la market cap d'Apple. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. Tokenomics. C'est quoi le tokenomics? Bah, même les ingénieurs ont fait un peu d'économie. Alors, si on demande comment est-ce qu'on définit le prix d'un bien, bah, on va dire c'est peut-être une loi de l'offre et de la demande. On va dire bah, ça dépend. Si c'est un prix régulé, par exemple les prix de l'électricité, bah, c'est un décret d'État. Et puis on va dire bah, si c'est un monopole, finalement, c'est le prix maximal à partir duquel il n'y a plus d'acheteurs. Okay, et donc, dans le monde des cryptoactifs, il y a des règles. Alors, je vais vous donner une règle, par exemple, il y a une formule qui dit que MV égale PQ. Hein, la masse fois la vitesse, c'est le prix fois la quantité. Alors, comment est-ce que je fais varier la valeur du token? Ben, j'augmente la quantité de token, donc le prix baisse, ou je baisse la vitesse, le prix augmente. J'ai un certain nombre de paramètres qui me permettent de faire ça. Pourquoi je peux le faire? Ben, parce que comme un token, c'est un objet informatique, et qu'il a une certaine plasticité, je peux le coder. Alors, par exemple, je peux dire qu'au bout d'un certain temps, il se détruit, ou au contraire, qu'il se scinde, ou qu'au fur et à mesure qu'il tourne, les coûts de transaction augmentent. Donc j'ai un certain nombre de paramètres qui me permettent d'influer sur son économétrie. Tokenomics, c'est l'économétrie des tokens. Il y a une autre manière d'évaluer l'économie des tokens, c'est par exemple de dire c'est l'effet de réseau. Finalement, je vais dire que la valeur, elle progresse comme le carré du nombre de nœuds, ou du nombre d'utilisateurs, ou de sa viralité. Et donc, le tokenomics, c'est quelque chose qui est fondamental, puisque finalement, c'est à la base de l'évolution de la valeur, à la hausse ou à la baisse. Et quand vous investissez sur un token, il est important de bien comprendre le tokenomics. Vous achetez un token de Beeple, alors le token en lui-même, c'est un NFT. Le NFT, c'est un token du standard ERC721 dans la chaîne Ethereum. Qu'est-ce qui fait qu'il va monter ou qu'il va baisser? Globalement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Vous l'avez, vous voulez le vendre, à quel prix on vous l'achète? Bon, il se trouve que le gars qui a acheté Beeple pour 69 millions de dollars, il a payé ça en Bitcoin. C'est un gars qui avait gagné 1 milliard en Bitcoin, avec un investissement très faible à la base. Et pour un peu moins de 7% de sa fortune, il s'est acheté une renommée mondiale. Comme il avait envie d'avoir un peu de visibilité, il s'est dit chouette, je vais me faire un coup de pub planétaire, ça va me coûter 7% de mon pognon. Et puis celui qui a vendu 69 millions de dollars, il n'a pas reçu 69 millions de dollars, il a reçu en l'occurrence des bitcoins. Ou s'il ne les a pas vendus, à un certain moment, ça avait été divisé par deux. Donc le tokenomics, c'est vraiment fondamental. C'est un peu comme quand vous achetez une maison, que vous achetez une action, que vous achetez une valeur, un objet. Qu'est-ce qui fait que ça va prendre de la valeur, que ça va en gagner, que ça va en perdre? C'est important, il faut bien le comprendre. Il faut faire un peu de recherche pour ne pas se retrouver démuni, parce que finalement, comme le disait Pierre,
Il y a des pirates en tout genre qui font des ICO, qui vous promettent la richesse sur facture et qui vous livrent en fait l'enfer. C'est ça l'économie décentralisée, c'est qu'il y a aussi forcément, comme partout, surtout dans les technologies qui sont au début, d'avoir quelques dérives. C'est du commerce, il y a du pognon, il y a des pirates, il y a des corsaires, c'est normal. C'est une troisième révolution industrielle pour citer certains. Vous pensez quoi de ça d'ailleurs? Je pense la finance juste d'un mot et après on prendra les questions, mais je pense qu'on est au seuil d'une transformation radicale. Il y a l'initiative privée, donc c'est des gens comme Pierre, moi, qui sont des entrepreneurs, qui voilà, on se lance, on monte des business, et puis vous avez les États. Quand la Chine sort son yuan digital, quand Israël travaille sur son shekel digital, ou que la France, au sein de l'Europe, réfléchit à un euro digital, c'est qu'ils ont compris que s'ils retirent la monnaie fiduciaire de la circulation et qu'ils mettent à l'intérieur du système de la monnaie intelligente, ils vont pouvoir faire des choses extraordinaires. C'est quoi des choses extraordinaires? Quand vous avez une entreprise et que vous vendez, vous facturez de la TVA. Cette TVA, vous la payez 30 jours après à l'État. Okay, c'est un crédit de financement que vous donne l'État pour un encaissement pour compte de tiers. C'est un système qui a été inventé il y a 70 ans, qui est absolument inefficace. Si vous avez de la monnaie intelligente, la TVA est prélevée par l'État à chaque transaction instantanément. Si vous avez une monnaie intelligente, ce n'est pas possible d'avoir de l'économie souterraine. Si vous avez de la monnaie intelligente, vous pouvez dire c'est compliqué. Ce sera une autre monnaie. Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, du coup, si c'est un token d'État, ça ne sera jamais une blockchain décentralisée. Oui, mais l'économie souterraine se développera sur d'autres monnaies que celle des oui, mais CBDC. tu pourras toujours, au pont, aux interfaces, tu pourras toujours savoir ce qui se passe. Dans une certaine mesure. Alors que là, tu ne peux pas. Oui. Voilà. Donc, aux interfaces, tu pourras savoir. Donc, ensuite, si vous avez une monnaie intelligente, ouais, mais pas qu'une carte. C'est parce que les places d'échange sont des places digitales dans lesquelles toutes les transactions sont tracées. Aujourd'hui, tu veux changer de l'argent contre de la drogue, cette transaction, s'il n'y a pas une caméra, personne ne l'enregistre. Là, c'est pas possible de le faire parce que tu es sur une place digitale. Et donc, l'introduction d'une monnaie intelligente et donc d'un token sous forme de monnaie d'État tokenisée, ça va entraîner des révolutions très importantes. Et là, on est au seuil vraiment d'une transformation radicale de l'économie. Et donc, l'économie va devenir de la tokenomie. La tokenomie, c'est la rencontre entre l'économie et la technologie. Je pense qu'il faut qu'on prenne les questions, mais je pense qu'on sous-estime, globalement, on sous-estime l'impact de la transformation qui est en cours. Comme on l'a fait sur le web, si tu te souviens, enfin, on a assisté au début du web, et je pense qu'à l'époque, on n'imaginait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense que pour les crypto-monnaies et les tokens, c'est pareil. On est vraiment au début. On est tous des early adopters dans cette salle, c'est sûr, parce qu'il y en a encore pour 10 à 20 ans avant que ça prenne vraiment son plein envol. Donc on sous-estime, on ne sait pas les cas d'usage des NFT. Je pense on est en train d'imaginer des trucs qui sont comme sur le web, qui n'étaient pas les bons trucs. Hein. C'était pas les bons business models. Ils vont venir, mais ils ne sont pas encore là. Donc, 10 à 20 ans, moi je te donne rendez-vous avant 5 ans. Alors c'est vrai que ça s'accélère. Tu as raison de souligner. 20 ans serait l'échelle de temps du web. Les choses s'accélèrent. C'est la troisième loi de la thermodynamique. donc c'est peut-être dans 5 ans. Merci messieurs. Voilà un tableau très complet de ce qu'on a pu voir sur les NFT, la blockchain et tokenomique, et sur Bitcoin, bien sûr, qui est à la base de tout. Est-ce que vous avez des questions, Valérie? Merci à tous les deux, c'était brillant, vraiment. On va passer aux questions du public. Je suis sûre qu'il y a pas mal de questions. Je pense que vous n'avez pas besoin du micro. Je vous propose de prendre la parole comme ça en levant la main. Je voulais rappeler que Pierre, alors on l'a vu, hein, vous avez débattu, c'était passionnant. On a l'impression effectivement d'une plongée dans ce monde parallèle émergent. Pierre est connu en France comme étant Monsieur Bitcoin, avec sa plateforme de transaction euro Bitcoin qui est Paymium. Jean-David est connu comme étant un expert, visionnaire, entrepreneur sur ces questions. Donc on a eu la chance de vous entendre et d'y voir un peu plus clair. C'est vrai que tu parlais de recrutement, Jean-David. L'objet des conférences de ce board, c'est aussi de mettre en relation nos étudiants avec des professionnels. Et on parle aussi beaucoup de formation, d'éducation et d'orientation. Donc c'est très important pour nous. Merci vraiment à tous les trois, c'était brillant. Et je vous propose de commencer avec les questions. Oui, bah vas-y, tu peux te mettre debout directement. Enlève le masque. Monsieur Loiza, il me semble que vous avez donné dans une interview la réponse à une question. Enfin, vous pensez que le Bitcoin dépassera les 100 000 $.
Quels arguments Alors peut-être que j'ai ma langue à fourcher, je sais pas. Oui, si vous regardez, Jean-David parlait de la valorisation, de la market cap, comme on dit, de Bitcoin aujourd'hui, c'est 1000 milliards, hein, à peu près 1000 milliards. L'or, c'est 10 000 milliards, hein, si on prend des grands chiffres simples à retenir. Donc on est sur un x10 potentiellement si ça remplace l'or. Alors comme je disais, l'or et le Bitcoin, c'est pareil, c'est de la proof of energy. Hein. L'or, c'est rien d'autre qu'une proof of energy qu'on accepte parce que c'est ancien, parce que c'est joli, etc. Mais en fait, c'est pas pratique. Donc ça va transitionner vers Bitcoin. Et même si ça fait juste 50-50, ça fait quand même x5 sur Bitcoin. Donc effectivement, si on est à 40 000 $ aujourd'hui, on sera facilement à 100 000, mais je pense au-delà même. Alors, sans donner de conseils d'investissement, évidemment, hein, et je n'irai non, l'avoir c'est dit. pas Voilà. un conseil. Et je C'est n'irai- juste des métriques, voilà, c'est juste des métriques. voilà, et je n'irai l'avoir dit, d'ailleurs, c'est enregistré, donc je pourrais nier que je l'ai dit, ok. Donc personnellement, j'ai acheté des bitcoins en 2013. Ça valait moins de 100. Je pense que je ne les vendrai pas avant que ça vaille 500 000. Donc, on ne parle pas de 100, hein, je parle de 5 fois ça. Lorsque Pierre dit que la market cap de l'or, c'est 10 milliards, il parle de 10 milliards d'euros. 10 000 milliards. De 11 milliards. 10 trilliards. 10 trilliards. 10 000 milliards. 10 trilliards. Voilà. Je parle en trilliards, moi je pense Trilliards. parler en milliards. Voilà. Donc c'est 10 trilliards d'euros. Il y a 188 000 tonnes d'or qui ont été extraites de terre depuis la nuit des temps. Il y a à peu près 2000 tonnes d'or qui sont extraites chaque année. Et on pense que le stock d'or sur Terre est de 400 000 tonnes d'or. Par contre, l'or est abondant dans le cosmos. Donc si demain on arrive à coloniser le cosmos, l'or ne vaudra pas très cher. Il y a 21 millions de bitcoins. Il n'y aura pas plus que 21 millions de bitcoins. Et donc si on veut arriver à ce qui est ISO, c'est à peu près 500 000 $. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas se produire? Une attaque quantique, un fork, une régulation internationale extrêmement draconienne des États-Unis qui font comme les Chinois, ils interdisent tout. Avec la Chine, là, l'interdiction, c'est la 7e. Hein. 7e opus de l'interdiction en Chine. Un conflit grave, voilà. Mais sinon, toutes conditions étant égales par ailleurs, il n'y a pas de raison que le Bitcoin n'atteigne pas la market cap de l'or. Oui. Non, je t'en prie. Non, la tienne est bien plus intelligente. Je suis pas du tout ni étudiant, je suis vraiment le client lambda, moi, donc je vais peut-être dire des conneries, mais j'aimerais savoir si on a une idée de l'impact de l'économie réelle sur les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies sont censées être un peu décorrélées du système bancaire, etc. Et est-ce qu'il y en a un? Et si oui, jusqu'où ça pourrait aller? Enfin... Alors, il y en a un, il est paradoxal, parce qu'au début, les investisseurs en crypto-monnaie, c'était plutôt des entrepreneurs, donc des gens comme Pierre, des gens comme moi, et on nous appelle les hodlers. Il y a une faute de frappe, c'est to hold. En fait, ils ont inversé, ils ont mis le D avant le L, et donc on nous appelle des hodlers. Plus de 70% du stock de Bitcoin existant est dormant. Il n'y a pas de transaction. D'accord ? Sur le 30% de stock qui reste, les transactions, c'est des investisseurs. Vous, hein, tout à l'heure, quand on a demandé qu'il y avait des bitcoins, j'étais impressionné, il y avait au moins 80% de la salle qui a levé la main. Et maintenant, des institutionnels. Hein, c'est qui les institutionnels? C'est les caisses de retraite, c'est les banques, c'est les hedge funds. Eux sont corrélés à l'économie réelle. C'est pour ça que quand tu vois une baisse sur les marchés financiers, tu vois aussi une baisse sur le cours du bitcoin. Alors que ça devrait être l'inverse. Le bitcoin devrait être un hedge, comme l'or. Ça devrait être un truc refuge, en fait. Voilà, ça devrait être... Quand ça va mal. Exactement, ça devrait être un hedge. Ça veut dire que si les marchés baissent, on devrait voir le bitcoin monter. Or, c'est faux. On est cette année, l'année où les institutionnels, les gros clients institutionnels, vont investir le plus. C'est maintenant. Et donc, on verra que la valeur du bitcoin est de plus en plus corrélée à la valeur des offres d'actifs cotés. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils ont des trends, hein, et donc ils ont des positions qui sont cycliques. Et donc, quand les marchés dégueulent, ils vendent. Et quand les marchés se requinquent, ils achètent.
pas en train de dénaturer un peu ce à pourquoi ça a été créé? Ils amènent de la liquidité, ils amènent plus d'argent. Il y a à peu près 1000 bitcoins produits chaque jour. 1000 bitcoins sur une valo de 50 000 $, ça veut dire qu'il faut injecter 50 millions de dollars tous les jours dans le réseau pour permettre aux mineurs de gagner leur vie. On a dit que ça coûtait à peu près 15 millions de dollars par jour, 15 000 $ par bitcoin. Donc ça, c'est de l'énergie, mais pas que de l'énergie, c'est aussi de la puissance de calcul, parce qu'il faut des ordinateurs très sophistiqués qui coûtent cher. Et donc, il faut qu'il y ait des apports tout le temps de nouveaux cash. Et donc, ces investisseurs-là amènent cette liquidité. Il y a une contrepartie qui est de la corrélation. Mais finalement, comme il y a de plus en plus d'investisseurs, on parle aujourd'hui de un peu moins de 100 millions d'adresses de wallet Bitcoin. C'est encore très confidentiel, n'oubliez pas, on est presque 8 milliards sur cette planète. Enlever les enfants, allez, enlever 40%, ça fait quand même 5 milliards. Donc 100 millions sur 5 milliards, c'est 2%, c'est tout petit. C'est en train de grandir, et plus ça va grandir, moins on verra de corrélation, parce que plus il y aura de clients individuels et moins il y aura de clients institutionnels. C'est plus une question un peu en rapport avec celle-là. On voit là que potentiellement pour décembre, il y aura des ETF sur le Bitcoin. Donc, selon vous, c'est plutôt bénéfique ou au contraire, c'est des indices sur des Bitcoins qui sont faits plus réels et donc on est capable de partir en fait sur des trucs totalement invraisemblables en plus ou moins quoi. Donc c'est plus voilà, le sentiment par rapport à ça quoi. Les ETF, c'est juste un artefact de la régulation. Je pense que les gens, si on commence à faire du papier adossé au Bitcoin, la question immédiate que moi j'aurais, c'est est-ce qu'il y a vraiment les Bitcoins derrière l'ETF? Et s'il n'y en a pas, je ne jetterai pas. Donc, je préfère acheter des Bitcoins. Je vais te répondre. On voit que ça amène de la liquidité. Oui, c'est vrai. Oui, mais je vais te répondre. L'ETF, c'est un produit, entre guillemets, dérivé. D'accord? Donc, tu ne détiens pas l'actif, tu n'as pas le sous-jacent, mais tu achètes un objet financier qui est censé refléter la valeur du sous-jacent. D'accord? Donc, tu spécules sur est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, mais tu ne détiens pas l'actif. Donc, ça va amener beaucoup de liquidités qui n'iront pas directement dans l'économie du Bitcoin, mais par contre, ça va augmenter la visibilité, l'exposition de cette classe d'actifs auprès d'une catégorie toujours plus grande d'épargnants. Donc de ce point de vue-là, c'est positif pour l'écosystème du Bitcoin, si on parle du Bitcoin, ça va sensibiliser au Bitcoin. Il y a un aspect négatif, c'est que ça va être également assez volatile, mais par contre, il y a un autre aspect positif, c'est que c'est extrêmement régulé, puisqu'il n'y a pas d'ETF s'il n'y a pas de signature de l'AMF en l'occurrence. Il ne va pas y avoir de transfert direct. Maintenant, il y a pas mal d'acteurs qui vont émettre des ETF et qui auront un peu de sous-jacent, puisque finalement, c'est peu ou prou de la réserve fractionnaire, c'est peu ou prou un produit avec un effet de levier, et donc globalement, tu auras 10% de l'ETF, du volume d'ETF en sous-jacent, et puis on verra comment ça se passe dans le temps. Mais c'est à peu près comme ça que ça devrait se passer. Moi, ça pose un problème en fait, parce que quand tu donnes la définition du prix avec la masse, en fait, tu parles de liquidité, et la liquidité, il y a un caractère spéculatif. Alors, pas tant sur le Bitcoin, parce que là, c'est bien encadré, mais le NFT, là, automatiquement, si on commence, quand on digitalise une société, parce qu'on oublie le fondamental, il y a une société, il y a des comptes, très bien, une maison, il y a des biens, une montre, il y a un bien. Si on digitalise 10 millions de Clio rouges qui ont juste la différence du numéro de série, et si on parle de l'EDF, quelque part, on est en train de parler de liquidité, et la liquidité, c'est la spéculation. Donc là, on commence à se décaler un petit peu. Donc, plus moi, ma question, c'est sur le NFT. NFT et spéculation, est-ce qu'il n'y a pas un risque sérieux? Le mot spéculation, il peut être employé de plein de façons. Pour moi, on est tous spéculateurs. Surtout dans la technologie, on spécule tous sur le succès d'une technologie. Spéculer, c'est juste une vision de l'avenir, en fait. Donc, il y a un côté péjoratif dans le mot spéculation qui parfois me gêne un peu, particulièrement ici en France, avec des discours où on va jusqu'à contester le droit de la propriété et tout ça. Donc, je reste un peu à l'écart de ces discussions parce que c'est l'argument qui est souvent brandi contre les crypto-monnaies par Patrick Artus, par exemple, qui est un lobbyiste bancaire bien connu ici, qui dit ça sert qu'à la spéculation. Ben non, ça ne sert pas qu'à la spéculation. C'est un réseau mondial qui résiste à la censure ou qu'on appelle permissionless, donc il y a une vraie utilité économique, télécom, je dirais presque, dans le monde de Jean-David.
Donc il y a un vrai réseau, un vrai actif. Donc c'est pas de la spéculation, c'est juste parier sur le succès de Bitcoin comme on a parié à une certaine époque sur le succès du web. Et effectivement, sur le succès du web, il y a eu des envolées en 2000, on s'en rappelle, et ça a corrigé après. Et sur Bitcoin, on a vu ça plusieurs fois. Mais en fait, c'est la façon dont se développent ces technologies. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pics parce que ça amène plein de gens dans l'écosystème, ça redescend et en fait, ça fait que remonter après. Parce qu'après, il y a quoi? Il y a tous ces gens qui sont venus, qui sont des smart people en général. C'est plutôt des gens très smart qui arrivent dans l'écosystème Bitcoin récemment. En tout cas, on a vu. Enfin, c'est extrêmement gratifiant. Et du coup, on voit des applications. On a vu les NFT. Les NFT, c'est juste une application de la techno. Et on voit aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir. Ils disent, waouh, c'est énorme. Les NFT, en fait, on pourrait faire plein de choses avec. C'est les membership cards, c'est tout ce qui est game cards, bon d'accord, mais c'est énorme le domaine du jeu. Donc, et on va faire venir dans l'écosystème des crypto-monnaies toute la communauté du gaming, avec les NFT donc du jeu. Si c'est les membership cards, on va faire venir toutes les associations qui émettent des cartes de membres. Donc ça va être très très intéressant. Mais c'est pas de la spéculation pour moi, c'est juste la façon dont se développe la technologie en fait. Alors, juste pour compléter ce que dit Pierre, donc spéculation, c'est une distorsion de la valeur. On paye 100, ce qui valait 10 il y a un mois, et ce qui vaudra peut-être 1 dans 2 mois. Donc spéculation, en l'occurrence, ça renvoie vers de la volatilité. La vitesse à laquelle la valeur change et l'amplitude de ce changement. Est-ce que c'est le cas dans les NFT? Bien sûr que c'est le cas. Est-ce que ça va continuer d'être le cas? Évidemment que ça va continuer d'être le cas. C'est le Far West. C'est le nouveau monde. On découvre. Il y a les plus beaux bonimenteurs, les plus grands escrocs, il y a les meilleurs entrepreneurs. Tout ça, ça se mélange. C'est très difficile de faire le tri. C'est pour ça que vous parlez des tokenomics. Une des manières de faire le tri, c'est de regarder la proposition de valeur et qui porte le projet. Est-ce que pour autant, c'est une menace endémique? Non. Ça fait partie de ces trucs-là. Voilà. Toutes les grandes aventures ont commencé par des grandes escroqueries. Toutes les grandes innovations ont commencé par de grands usages excessifs. Voilà. Donc c'est presque plus un marqueur normal. C'est presque rassurant pour des gens comme Pierre et moi qui sommes très convaincus de cette rupture, de cette disruption, de voir ça. Parce que c'est ce qu'on a vu à chaque fois. Bonjour, vous nous avez parlé de tokenisation d'actifs, notamment d'actifs immobiliers et même d'entreprises. Je voulais savoir si en France, on avait un cadre juridique qui pouvait permettre la tokenisation de ces actifs, comme par exemple en Suisse ou aux États-Unis, notamment avec des investisseurs accrédités. Et je voulais savoir si est-ce qu'on avait la possibilité d'avoir des retail investors qui peuvent se plugger à des projets d'ICO, etc. Je suis pas sûr qu'on soit plus avancé effectivement par les pays européens. D'abord la Suisse me semble un peu plus avancée effectivement en termes de régulation, mais c'est une question plus pour des juristes peut-être que pour nous, là, pour le coup des spécialistes de la réglementation. Ça évolue, ce qui est sûr c'est que ça évolue tous les ans, mais il y a des problèmes plus simples à résoudre avant, c'est par exemple la fiscalité, déjà simplifier la fiscalité, l'aligner parmi tous les pays européens. Aujourd'hui il y en a des pays européens qui taxent à 0%, d'autres comme la France qui taxent à la flat tax, c'est-à-dire 34% en vrai. Donc ça crée des disparités qui sont presque plus importantes que les disparités réglementaires, le fiscal, je veux dire. Mais il y a tout à faire. Comme je disais, on est tellement au début, au bout de 10 ans, on est encore quand même tout au début, même si Jean-David souligne que ça s'accélère. Il y a une chose qui ne s'accélère pas, c'est le droit et la fiscalité. Ça, il reste sur des constantes de temps, comme dans les années 50. Alors, peut-être, je vais répondre à ta question et puis je vais apporter un complément. Il y a un cadre juridique qui existe, il y a un certain nombre de lois qui ont été votées et de décrets d'application qui ont été promulgués. Certains tokens sont considérés comme des licences logicielles, certains tokens sont considérés comme des actifs. Il y a une classe aujourd'hui qui s'appelle la classe des cryptoactifs, d'ailleurs qui fait l'objet de réglementation fiscale. Il y a un point très important sur lequel je voudrais partager avec vous une observation. Vous verrez, elle aura son importance dans le futur et c'est bien que vous ayez l'idée maintenant. Quand vous achetez un bien, ce bien il est composé de 2 éléments. Il est composé de la nue propriété et de l'usufruit. L'usufruit c'est la jouissance et la nue propriété c'est la propriété.
Imaginez que vous achetez un viager. Alors vous êtes propriétaire du bien, mais la personne qui l'occupe, ben, c'est celle qui est dedans. D'accord? Pourquoi ça existe? Ça existe depuis très longtemps dans le droit positif européen et ailleurs. Parce que l'usufruit a une limite. Au bout d'un certain temps, l'usufruitier disparaît et le nu propriétaire redevient le propriétaire entier du bien. Les tokens créent un nouveau type d'usufruit. Les tokens créent un usufruit perpétuel. Comme on l'a vu, on ne possède pas un bitcoin. Personne parmi vous, personne quiconque ne possède un bitcoin. On possède une clé privée qui donne accès à un wallet dans lequel on peut signer une transaction. Les bitcoins appartiennent au réseau Bitcoin. Techniquement, juridiquement, ce dont nous disposons de l'usufruit du bitcoin. Pourquoi c'est important? C'est important parce que la manière dont la valeur va se constituer et dont elle va se transmettre va évoluer. Le droit va devoir reconnaître l'existence d'un usufruit perpétuel et donc d'une nue-propriété qui vaut quelque chose, même si l'usufruit ne se termine pas. Et le monde dans lequel on va est un monde où il va y avoir un transfert de valeur. Aujourd'hui, si vous achetez une action d'une société, vous êtes propriétaire d'une partie de la société sans y travailler. Vous avez fait un investissement, vous allez avoir soit un rendement parce qu'il y a du dividende, soit vous allez gagner de l'argent parce que le prix de l'action va monter. La tokenomie, les blockchains, les NFT, transfèrent la valeur des propriétaires, des nus propriétaires, vers les usufruitiers, vers les usagers. Le monde avant le Web 2.0, c'était un monde d'entreprises privées qui se battaient pour avoir des monopoles. Le Web, c'est venu disrupter, désintermédier, le mot dont on parlait, c'était la désintermédiation, et qui finalement a créé deux nouveaux monopoles. Uber, Facebook, Google. Le Web 3, ce dont on parle, c'est, et puis encore une fois, parce qu'on est ce soir avec le Ternion, donc je vais employer un mot hébreu que tout le monde connaît, donc le Web 3, c'est un grand kibbutz électronique. Pourquoi est-ce que c'est un grand kibbutz électronique? Parce que chacun a les mêmes droits, chacun a le même accès à la création de valeur, chacun a un statut d'usufruitier, d'usager, et l'argent n'appartient plus aux actionnaires, c'est-à-dire aux nus propriétaires. Je ne sais pas si vous imaginez le transfert de valeur que ça va représenter. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Une banque, pour opérer, elle a besoin d'avoir des fonds propres. Juste en Europe, c'est 2,5 trilliards de fonds propres pour avoir le droit de stocker votre argent, c'est-à-dire d'avoir l'activité de custodian. C'est 2,5 milliards que vous rendez à l'économie quand vous passez dans la blockchain. Pourquoi? Parce que comme la blockchain est décentralisée, on ne prend pas le risque de défaillance d'un seul acteur de la chaîne. Donc, au travers de la question que tu poses, ce que je voudrais te dire, c'est que en plus de la réglementation des tokens en eux-mêmes, il y a un nouvel objet juridique qui arrive qui s'appelle l'usufruit perpétuel, qui lui porte les germes d'un changement colossal du droit et de l'économie telle qu'on les connaît aujourd'hui. Ouais. Moi j'ai deux questions en une. La première c'est par rapport aux altcoins, parce que vous avez beaucoup parlé du Bitcoin, sauf qu'on nous dit qu'il y a aussi les altcoins qui ont une grosse capitalisation. Est-ce que vous pensez que les altcoins dans 5 ans, c'est les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Parce que finalement quand on reprend les altcoins d'il y a 5 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième c'est par rapport à ce qu'on connaît, le bull run et le bear market. Finalement c'est des choses qu'on connaît depuis quelques années, mais est-ce que on ne tend pas à ne plus avoir ces boules et ces bears, et plutôt quelque chose d'un peu plus, on va dire, stable et haussier? Juste sur la définition des altcoins, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les autres crypto-monnaies autres que Bitcoin. Effectivement, il y en a un paquet, il y a plus de. À part les Ethereum et le Tezos quand même. C'est vrai, c'est des altcoins qui sont un peu importants, mais voilà, il y a plus de 10 000 autres crypto-monnaies, donc ça fait un paquet. Donc en fait, tu veux savoir s'il faut que tu vendes ce que tu as acheté et qu'est-ce qu'il faut que tu achètes à la place. Non, je veux savoir si on va vraiment continuer avec un bear et un bull, ou alors si on part. J'ai compris, mais en l'occurrence, tu en as acheté des altcoins? Ah, mais oui, j'ai un peu de tout.
Donc, qu'est-ce que tu as acheté récemment? Qu'est-ce que j'ai comme altcoin? Mon plus gros, c'est quoi, Solana, par exemple? Solana. Ok, et tu te poses la question, tu te demandes, ou tu sais déjà quand est-ce que tu vas les vendre? Non, j'ai déjà vendu une grosse partie quand on est arrivé par exemple à 200 sur Solana. Mais ce que je veux savoir, c'est quand je regarde le classement 2017 des Alpes, je me dis, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a des tendances. Il y a des tendances qui se sont dégagées. Tu as de la DeFi, en fait, en 2017, ce qui s'est passé. Non, mais vas-y, continue. Vas-y. En fait, ce qui s'est passé en 2017, il y a eu une vague d'explo, le marché se structure. En fait, c'était aussi la naissance des altcoins. Grâce à Ethereum, on a vu le marché de l'ICO se développer, des tokens aussi, beaucoup de tokens, des ERC20 qui sont sortis sur le marché. Donc, il y a eu une vague d'altcoins qui arrive sur le marché. Alors qu'avant, les altcoins, c'était principalement des forks que des bitcoins, le Litecoin, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, le marché s'est structuré, il y a une sorte de bulle, beaucoup de projets se sont effondrés, et par contre, il y a eu des projets très sérieux, du type AVE par exemple, qui lui a réussi à pousser. En fait, la vague de la DeFi, qui s'est structurée il y a un an, a fait pousser les projets qui ont réussi à amener des utilisateurs, du volume on-chain et la TLB, on appelle la Total Value Lock. En gros, c'est combien de cryptos sont loqués dans un protocole. Donc voilà, il faut voir un petit peu les tendances, pour voir ce qui marche. C'est comme tous les autres marchés. Dans 3 ans, dans le top 10, ce sera toujours la DeFi. Et des plateformes de gaming NFT, et des plateformes de financial NFTs, etc. Enfin, il y aura un peu tout. Mais voilà, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que finalement. Attends, juste un instant. Non, c'est intéressant comme discussion, mais c'est ce qu'on disait. On est tellement au début qu'on ne sait pas quels sont les cas d'usage, donc on ne sait pas quels sont les tokens qui vont s'imposer et quelle plateforme. Ethereum killer, ce que j'ai appelé des Ethereum killers, on ne sait pas laquelle va gagner, et peut-être qu'il n'y en a aucune qui va gagner, peut-être c'est toutes des testnets d'une sidechain de Bitcoin, on ne sait pas, mais ça pourrait être des testnets. Donc, elles sont toutes les testnets d'une autre chaîne, c'est ça le problème, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a aussi le mot altcoin, c'est un buzzword, mais il y a aussi le mot rect. Hein. C'est-à-dire que, si tu vois, sur l'alcool, ça peut être rect. Et il y a aussi le mot shitcoin. Donc c'est très difficile. En fait, là, on est un petit microcosme de gens qui sont assez au fait de ce qui se passe sur les cryptos. Mais imagine, on sort dans la rue, là, personne qui sait ce que c'est que les altcoins et tout ça. Donc, faut relativiser. Pour moi, c'est que des testnets. Tout ça, c'est que des testnets. Ethereum, c'est un très beau testnet. C'est très intéressant ce qui se passe dessus. Il faut le regarder. Mais ça ne nous dit pas du tout ce que ce sera dans 5 ans. Et je suis incapable de répondre à ta question parce que j'en ai aucune idée. En même temps, tu peux te dire, tu peux faire x10 sur, tu vois, le coin de Binance qui avait la Smart Chain, tu as pu faire x40 même sur Binance. Donc, effectivement, tu dis il y a des opportunités. Sauf que c'est impossible de le savoir à l'avance. Et la réalité, ce qu'on observe, c'est que les gens sont rects parce qu'ils s'imaginent faire x40 et en fait, ils perdent leur mise. Ouais, juste peut-être pour répondre avec un autre éclairage à ta question. Donc, fondamentalement, la valeur des coins, elle est censée refléter la pertinence de la tokenomie du coin. Dans la réalité, c'est absolument pas ça. Ce sont des échanges d'anticipation, d'enthousiasme, d'audace, où c'est du casino. Okay, donc, personnellement, je peux partager ce que je fais. Donc, personnellement, j'investis dans des blockchains qui sont des core blockchains. Donc, qui sont des blockchains qui règlent un problème, par exemple, la scalabilité. Alors, typiquement, la blockchain du Bitcoin, c'est pas fait pour faire du paiement. Ça fait 7 transactions par seconde. Voilà. Visa, c'est 50 000 transactions par seconde. On ne pourra jamais faire du paiement sur la blockchain native du Bitcoin. Alors, il y a des protocoles comme Lightning sur lesquels on essaye de faire mieux. Tu prends Solana. Solana, c'est intéressant parce qu'ils ont une approche technique. Ils ont une proposition technique pour faire beaucoup plus de transactions. Ethereum, aujourd'hui, c'est 100 transactions par seconde réellement. C'est encore très peu. Là aussi, ils ont un projet pour augmenter le nombre de transactions par seconde. Ça tire un peu. J'ai investi en Israël dans une boîte qui s'appelle SpaceMesh. SpaceMesh, c'est un autre type d'algorithme de consensus à base de... tout ça, c'est de la recherche mathématique approfondie. Et eux, ils sont capables de faire 10 000 transactions par seconde en ayant plus de 100 000 nœuds. Voilà. Donc,
Soit tu regardes la valeur fondamentale du tokenomics et tu dis ok, j'investis là parce qu'il y a une vraie disruption et je garde le coin. Je ne suis pas un mark to market. Je ne regarde pas sa valorisation sur une semaine, par jour, sur un mois, sur un an. Je le porte, j'attends. Typiquement, j'ai porté les bitcoins depuis bientôt 10 ans, ça fait x700. J'aurais pu revendre quand ça avait fait x2. J'aurais pu revendre quand ça avait fait x100. Mais comme j'avais dès le début une conviction qui était très forte, je l'ai gardé, donc j'ai ignoré tout ce qui se passait sur le marché et je suis resté très très long. Donc ça, c'est une approche. Soit tu joues, et quand tu joues, à ce moment-là, c'est du casino ou c'est de la bourse et tu achètes un momentum. Voilà, et puis là, quand tu achètes un momentum, tu connais l'adage, hein, il ne faut pas vendre au plus haut, il ne faut pas acheter au plus bas. Tu te fixes juste une règle en disant si je fais 25% ou 30%, au revoir, merci, et tu tournes. Peut-être quelques dernières questions, je ne sais pas ce que tu en penses. Une, deux. Allez, 2 dernières questions. Allez, 2. Ouais. Ouais. On a vu qu'on était assez ralliés par rapport à l'investissement qu'on peut faire plus tard des crypto-monnaies, mais d'un point de vue justement plus spéculatif, est-ce qu'on pas le risque justement d'entrer dans une bulle comme on a vu avec la bulle d'Internet, même si l'usage a bien évolué, c'est pas investi au prix de l'Internet, c'est toujours forcément aujourd'hui. On a vu par exemple récemment Axie Infinity dans la capitalisation a dépassé Ubisoft. Je ne sais pas si fondamentalement ça dit la même chose. Donc est-ce que malgré le fait qu'on se rallie par rapport monsieur, madame, tout le monde, on passera dans la rue. Est-ce qu'on ne court pas le risque justement d'être dans une bulle comme celle-là? Alors, il y a des bulles. En fait, dans Bitcoin, c'est pas comme le web où il y a une grosse bulle, celle de 2000, et puis on était sur une bulle unique, et puis après une plus raisonnable. Dans le cas de Bitcoin, on a plusieurs bulles en fait. On en a une en 2011, 2013 de mémoire. La plus grosse, c'est 2010, fin 2017, début 2018. Donc il y a eu déjà ces phénomènes de bulles. Hein. Donc je pense que c'est un rythme un peu différent. Et la réponse à ça, c'est que la bonne stratégie, c'est de faire ce qu'on appelle du cost averaging. C'est-à-dire que si tu veux investir, il vaut mieux mettre un peu chaque mois, parce que ça va lisser justement ton coût d'acquisition. Et tu vas bénéficier de la hausse tendancielle de, comme je disais, 300% par an, en gros en moyenne depuis 10 ans. Donc ça, c'est sans doute la bonne façon de rentrer dans le marché. Effectivement, tu rentres dans le marché, tu fais all-in comme ça aujourd'hui, tu ne sais pas si tu es en haut de la bulle, en dessous, au-dessus. Donc la réponse à ça, c'est qu'il vaut mieux faire du cost averaging si tu as cette crainte-là. Après, tu peux avoir des convictions qui est que ça va aller à 100 000 par exemple. Auquel cas, ça ne t'embête pas d'acheter aujourd'hui à 40 000. Mais voilà, c'est ce que j'aurais tendance à répondre à ta question, qui est une bonne question. Dernière question du coup. Merci pour vos réponses. Est-ce que vous auriez un regard à nous apporter sur Libra, la monnaie de C'est le jour, c'est le soir, on va parler de... Vas-y. Alors, donc encore disclaimer, je suis très proche de David qui porte ce projet chez Facebook et donc j'ai eu l'occasion de voir les différentes étapes. Donc à l'origine, ça s'appelait Libra, hein, et le portefeuille de Facebook s'appelait Calibra. Et puis ils ont dû changer de nom. Et donc maintenant l'association s'appelle Diem et le portefeuille s'appelle Node. À l'origine, c'était un token synthétique. Hein, donc c'était un token qui reflétait la valeur d'un panier de basket. Finalement, un peu comme l'écu hein, à une certaine époque. Et puis c'est devenu un stablecoin en dollars. À l'origine, la fondation était en Suisse et puis là, ils l'ont ramené aux États-Unis. Ils ont des problèmes réglementaires compliqués, principalement du fait que Facebook a une réputation à reconstruire sur le traitement des données personnelles. Alors, les données financières, c'est comme les données de santé, c'est extrêmement personnel, puisque à partir des données financières, on peut connaître des détails intimes de la vie de chacun. Donc là-dessus, ils essaient de montrer patte blanche, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et surtout, il y a un enjeu de souveraineté. Pourquoi ? Parce que prenez la Banque fédérale américaine. La Banque fédérale américaine, là, vous voyez, vous avez peut-être suivi dans la presse, donc il y a eu un débat très important au Congrès américain pour faire passer une loi. Hein. C'est le fameux plan de dépenses de Biden d'à peu près 3,7 trilliards de dollars. Et puis ils avaient un autre problème où il fallait qu'ils augmentent le plafond de la dette hein, pour pouvoir continuer à payer les fonctionnaires. Ben, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un monopole sur la monnaie. Il faut avoir un monopole. Il faut que tous les agents économiques du pays
utilisent le même référentiel monétaire, le dollar américain émis par la Fed. Si vous commencez à émettre un token qui est un stablecoin, d'accord? Donc il y a $1 déposé à la banque et vous avez un token Diem qui vaut $1. Mais dans votre portefeuille, ce que vous avez, c'est un token Diem. Et le dollar, il est sur un compte consolidé dans une banque. À partir du moment où vous faites ça, vous permettez aux consommateurs américains, et principalement les Américains qui n'ont pas de compte en banque, de faire des transactions, d'envoyer de l'argent au Mexique, d'envoyer de l'argent au Sri Lanka, d'envoyer de l'argent en Inde, et donc de sortir des dollars du circuit monétaire international, puisque vous passez sur un autre circuit. C'est la blockchain de Facebook, qui est en l'occurrence, ce n'est pas une blockchain, c'est un Merkle Tree. Donc, vous sortez de l'argent du système monétaire pour le mettre dans un système parallèle. Et ça pose un problème de souveraineté colossal. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu l'autorisation jusqu'à présent de lancer leur activité. C'est un combat titanesque. Ils ont en face d'eux les institutions américaines, la Banque centrale, la Réserve fédérale, le Congrès américain, le Sénat américain. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi. Vont-ils réussir? Ça serait miraculeux, il faut leur souhaiter. C'est dommage quelque part que toute cette technologie qu'ils ont inventée, qui est fantastique, enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder Move, mais c'est très bien fait. C'est dommage quelque part qu'ils n'en aient pas fait don aux États-Unis d'Amérique en disant écoutez, voilà, on vous donne le truc et mettez le dollar américain là-dessus et puis nous, laissez-nous être les détaillants de ce truc. Peut-être que c'est ça qui va arriver à la fin, ou peut-être qu'ils vont décider de faire un autre type de token qui ne sera pas un stablecoin, c'est-à-dire qui n'aura pas comme sous-jacent le dollar américain, mais qui aura autre chose, qui nécessitera moins de régulation, et auquel cas, peut-être que d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, ils vont lancer leur activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les Américains cèdent là-dessus, ça veut dire que la vision de Frédéric Hayek, qui était le prix Nobel d'économie en 1970, sur la dénationalisation des monnaies, aura triomphé. Et ça veut dire que... Ouais. C'est pas la même chose, Jean-David. Le Libra, c'est baqué par des trade currencies. Dans la vision de Hayek, c'était des commodities et des... Non, je veux bien ton point, mais la vision d'Hayek, c'est de dire que ce n'est pas aux États d'émettre de la monnaie. Ça peut l'être. Non, la vision d'Hayek, son bouquin, c'est Dénationalisation of Money. Bien. Et donc la vision d'Hayek, c'est de dire que les États qui émettent de la monnaie, à terme, sont de mauvais émetteurs de monnaie. Parce qu'ils ont le monopole. Pas seulement parce qu'ils ont le monopole, parce qu'ils ne sont pas soumis à une obligation de compétitivité de l'argent et qui laissent se dégrader la valeur de la monnaie. Ça, c'est la vision d'Hayek, en 1970. Si le gouvernement américain aujourd'hui autorise un acteur privé de type Facebook à émettre un stablecoin sur du dollar, quelque part, ça veut dire qu'ils entérinent le fait qu'ils acceptent de la compétition sur de l'émission, de la pseudo-émission monétaire. Merci. On a fini avec les questions. Bravo. Un grand bravo à tous les trois. Alors, un grand merci à Valentin pour l'animation et la modération de cette table ronde. Vous aurez l'occasion encore de débattre. Un grand merci à tous nos étudiants et tous nos participants en public. Alors, je dois vous dire que j'ai quand même un petit regret, un léger regret. C'est que quand on voit notre public aujourd'hui, il y a quand même peu de filles. Et je me dis que je voudrais qu'on ait participé un peu de la démocratisation ou de la vulgarisation de ces sujets pour qu'on permette d'ouvrir un petit peu les frontières et que notre public soit un peu plus varié les fois prochaines. En tout cas, je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes intéressé par le voyage du Board of Students du Technion France. On va vous distribuer des falafels et des boissons pour ceux qui veulent rester. Et n'hésitez pas à être nos ambassadeurs sur les réseaux. À très bientôt.